Le mariage de ma sœur s'est déroulé sans moi. Je n'ai même pas été invité. Quand j'ai demandé pourquoi, elle a dit froidement, « Mon mari ne veut pas de toi là-bas. Il pense que tu gâcherais tout. » Je n'ai rien dit. Mais le lendemain matin, la maison de luxe et la voiture dont il se vantait avaient disparu, les contrats étaient annulés, les clés récupérées, et ce n'était que le début. Je m'appelle Nia. J'ai 32 ans et je guéris encore, d'une manière ou d'une autre, des blessures que ma famille m'a infligées. En tant que PDG à succès, je pensais pouvoir acheter le respect de ma famille, mais je n'ai acheté que leur avidité. Avant de vous raconter exactement comment j'ai démantelé la maison de cartes de ma propre famille, dites-moi dans les commentaires ci-dessous d'où vous regardez. Appuyez sur j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà dû tenir tête à une famille qui a sous-estimé votre valeur et vous a utilisé pour son propre profit. Il était exactement 7 heures du matin un dimanche frais à Calabasas, en Californie. La brume matinale flottait encore bas au-dessus des pelouses impeccables et des piscines à débordement du quartier ultra-riche tandis que ma sœur Chloé et son tout nouveau mari Preston dormaient probablement pour récupérer de leur réception de mariage somptueuse à l'intérieur de l'immense domaine moderne de 6 millions de dollars. Mon équipe de recouvrement d'actifs travaillait déjà dur à l'extérieur. Je me tenais sur l'allée impeccable en tenant une tasse chaude de café noir. L'air était frais, mais la chaleur qui se dégageait de ma tasse me gardait parfaitement ancré. Le grincement mécanique perçant d'un camion plateau résonnait dans les rues calmes du quartier résidentiel. Je regardais avec une sérénité absolue le conducteur costaud portant un gilet de sécurité fluo fixé de grosses chaînes en acier autour des essieux du Mercedes G-Wagon blanc étincelant garé devant. Un lourd cliquetis satisfaisant signalait que le SUV de luxe était verrouillé en place et prêt à être emmené. Au même moment exact, mon entrepreneur en sécurité privée se tenait devant la massive porte d'entrée en verre de la demeure. Le bruit strident de sa perceuse lourde a tranché le silence matinal tandis qu'il démontait la serrure intelligente pour installer un nouveau verrou de sécurité industriel. La reprise de possession se déroulait comme sur des roulettes. Grandir dans notre foyer signifiait constamment rivaliser pour l'approbation de parents qui ne valorisaient que les apparences. Mon père, le pasteur Marcus, et ma mère, Brenda, étaient obsédés par leur image dans notre communauté. J'étais toujours la bête de somme, celle qui payait les factures, celle qui couvrait les dettes de l'église, celle qui avait discrètement construit une entreprise hautement réussie de conciergerie de luxe et de gestion d'actifs à partir de zéro. Mon entreprise possède et gère des biens immobiliers haut de gamme, des véhicules exotiques et des charters privés pour des clients à très haut patrimoine net. Mais pour mes parents, mon succès n'était qu'un outil pour financer leurs illusions de grandeur. En tant que femme noire qui a construit sa richesse à partir de rien, je connaissais la douleur d'être sous-estimée par le monde. Mais être sous-estimé et caché par ma propre chair et mon propre sang était une toute autre sorte de douleur. Il voulait les bénéfices de mon travail sans reconnaître les mains qu'il avait accomplies. Quand Chloé, l'enfant chéri incontesté, a ramené Preston à la maison, mes parents sont devenus complètement frénétiques. Preston était un homme blanc qui se vantait constamment de la richesse générationnelle de sa famille, de son fonds en fiducie et de ses adhésions exclusives à des country clubs. Mes parents voulaient impressionner sa famille de la haute société si désespérément qu'ils m'ont supplié de laisser Chloé utiliser l'une de mes propriétés d'investissement vacantes et un véhicule de l'entreprise. Ils ont dit à Preston que c'était un cadeau de mariage anticipé de leur part. Ils ont prétendu que l'acte de propriété était au nom de Chloé. Ils ont essentiellement utilisé mon empire durement gagné pour sécuriser un mari riche pour leur fille préférée. J'ai accepté le prêt temporaire d'entreprise parce que j'ai sottement pensé que cela me vaudrait enfin une place à la table familiale. Mais ma générosité a été récompensée par la trahison ultime. Chloé m'a envoyé un texto la veille de la cérémonie. Son message était bref et dévastateur. S'il te plaît, ne viens pas demain. Preston ne veut pas de toi là-bas. Il pense que ton milieu est trop ouvrier et que tu embarrasseras sa famille. Maman et papa sont d'accord que c'est pour le mieux. C'était moi qui finançais toute leur illusion. La maison dans laquelle ils dormaient, la voiture qu'ils conduisaient, le sol même sur lequel ils se tenaient appartenait à mon entreprise. Ils voulaient faire semblant pour Preston et ses parents du country club en portant mes accomplissements comme un manteau emprunté. Pourtant, j'étais jugé trop basse classe pour assister au mariage. J'ai alors réalisé que je n'étais pas une fille ni une sœur pour eux. J'étais juste un compte en banque. Alors j'ai décidé que si je n'étais pas assez famille pour assister au mariage, il n'était pas assez famille pour profiter de mes actifs d'entreprise. Mon téléphone a commencé à vibrer violemment dans la poche de mon trench coat.
L'identifiant de l'appelant affichait Chloé. J'ai laissé sonner 3 fois, savourant la vibration avant de faire glisser l'écran pour répondre. Je n'ai même pas eu le temps de dire bonjour avant que sa voix ne hurle à travers le haut-parleur. Nia, qu'est-ce qui se passe, bordel? Il y a un camion de remorquage qui prend ma voiture et un type est à la porte d'entrée qui essaie de forcer l'entrée. Nous appelons la police tout de suite. J'ai pris une longue gorgée délibérée de mon café. Le café torréfié sombre était fort et incroyablement satisfaisant. J'ai répondu d'une voix parfaitement calme et posée. Appelle-les, Chloé. Je t'en prie, fais-le. J'adorerais voir la police protéger le propriétaire légal de cette propriété de 2 intrus. Il y a eu un hoquet aigu à l'autre bout de la ligne. Mais c'est notre maison, a-t-elle crié, sa voix se brisant de panique. Maman et papa nous l'ont donné pour le mariage. Preston se réveille et il perd la tête. Tu gâches mon premier matin en tant qu'épouse. J'ai pris une autre gorgée de café et j'ai levé les yeux vers les immenses fenêtres en verre de la chambre principale. Tu veux dire ma maison, les jeux corrigés avec fluidité. Et ma voiture, qui appartiennent toutes deux à mon entreprise. Ton contrat de location temporaire était conditionné à ma bonne volonté, et depuis hier soir, ma bonne volonté a été révoquée de manière permanente. Toi et ton mari avez exactement 30 minutes pour faire vos valises et quitter les lieux avant que mon équipe de sécurité ne vous retire physiquement pour intrusion. Avant que Chloé ne puisse émettre un autre sanglot hystérique, j'ai entendu un bruit sec de bagarre dans le haut-parleur. Le son du téléphone qu'on arrachait a été suivi par la respiration lourde et mesurée d'un homme qui croyait fermement posséder le monde. C'était Preston. Preston était un homme blanc de 30 ans qui portait des costumes en lin sur mesure et des chaussures bateau comme un uniforme. Du jour où Chloé l'a ramené à la maison pour rencontrer notre famille, il a fait de sa mission personnelle de nous rappeler qu'il venait d'une longue lignée de richesses générationnelles. Il adorait mentionner nonchalamment ses domaines familiaux à Martha S. Vignard et leurs adhésions exclusives à des clubs où les gens qui me ressemblent n'étaient généralement vus que portant des plateaux. Écoute-moi très attentivement, a grogné Nia Preston. Sa voix dégoulinait de cette condescendance arrogante et épaisse qu'il réservait exclusivement pour moi. Je ne sais pas quel genre de coup baguetto et mesquin tu penses faire ce matin, mais je vais y mettre fin tout de suite. Je me suis appuyé contre le capot du SUV noir mat de mon équipe de sécurité et j'ai laissé la brise matinale me balayer. Je n'ai rien dit, laissant sa colère remplir le silence. Tu n'as absolument aucun droit de toucher ce véhicule ou cette propriété, a-t-il continué, son ton passant d'un ton traînant condescendant à un aboiement frénétique. Cette maison était un cadeau de mariage. Elle nous appartient maintenant. Mon père a une équipe d'avocats d'entreprise à disposition qui dévore les petites fondatrices de start-up comme toi au petit déjeuner. Je fais rédiger une injonction par l'équipe juridique de ma famille pendant que nous parlons. Nous allons te poursuivre pour préjudice émotionnel, intrusion et harcèlement. Au moment où mes avocats en auront fini avec toi, tu supplieras pour nettoyer ma piscine. L'audace pure de sa menace était presque poétique. Pendant des mois, j'avais enduré ces micro-agressions raciales subtiles. Lors des dîners du dimanche, pendant que je finançais discrètement les réparations de l'église de mon père et le style de vie somptueux de ma sœur. Preston s'asseyait en bout de table en faisant tourner un verre de scotch qu'il n'avait pas payé et m'offrait des conseils non sollicités. Sur la façon d'être un vrai entrepreneur. Il adorait qualifier mon entreprise de conciergerie de luxe valant plusieurs millions de dollars de « petite affaire mignonne ». Il rappelait constamment à mes parents que la vraie richesse était héritée tranquillement et cultivée sur plusieurs générations, invalidant complètement le sang, la sueur et les larmes qu'il avait fallu à une femme noire pour construire un empire à partir de zéro. Mes parents buvaient ça. Il hochait la tête à chaque parole condescendante qui sortait de sa bouche, complètement aveuglé par ses cheveux blonds, ses yeux bleus et le prestige imaginaire qu'il apportait à notre nom de famille. Tu m'écoutes, a exigé Preston, sa voix se brisant légèrement tandis que le bruit de la perceuse lourde de mon entrepreneur en sécurité résonnait en arrière-plan. Je t'écoute, Preston, ai-je répondu, gardant ma voix aussi fluide et détachée que l'écharpe en soie autour de mon cou. Je te donne juste un moment pour finir ta crise de colère. Tu n'es qu'un nouveau riche chanceux. Il a craché le venin, sa façade polie se fissurant enfin. Tu n'as aucune classe, Nia. Aucune. Ne pense pas que parce que tu t'es débrouillé pour gagner quelques dollars, tu as le droit de t'asseoir à la même table que ma famille de la haute société. Tu seras toujours une étrangère essayant d'acheter ton entrée dans un monde qui ne veut pas de toi. C'est exactement pour ça que j'ai dit à Claude de t'interdire le mariage.
Tu nous aurais tous embarrassés avec ton comportement bon marché et bruyant. Ces paroles étaient conçues pour me rabaisser, pour déclencher les blessures profondes que ma famille m'avait infligées pendant des années. Mais elles ne m'ont pas fait mal. Elles ont simplement confirmé tout ce que je savais déjà sur lui. C'était un parasite se faisant passer pour un prince. Preston, ai-je dit doucement. Quoi? A-t-il claqué? J'ai pris une lente respiration délibérée, savourant le pouvoir absolu que je détenais à cet instant précis. Ton avocat est probablement très occupé en ce moment. De quoi diable parles-tu? A-t-il exigé. Je parle d'hier soir, ai-je dit, laissant un sourire acéré toucher mes lèvres. La réception de mariage extravagante que tu as organisée au Grand Plaza. Celle avec les orchidées importées, le dîner de 5 plats au champagne et le quatuor à cordes en direct. Celle dont tu as fièrement dit à tout le monde que ta famille la finançait. Je pouvais entendre sa respiration se bloquer. La soudaine et terrifiante réalisation qu'il perdait le contrôle du récit était palpable à travers la ligne téléphonique. Mon entreprise gère les relations avec les fournisseurs pour le Grand Plaza, ai-je continué, ma voix résonnant avec une autorité absolument glaciale. Le coordinateur de l'événement m'a appelé à 6 heures ce matin. Il semble y avoir eu un petit problème au moment de régler la facture finale. Ta carte noire Titane exclusive a été refusée, Preston, pour toute la facture de mariage de 150 000 $. Un silence total est tombé sur la ligne. Même le son de Chloé pleurant en arrière-plan s'est arrêté brusquement. Ils l'ont passé 3 fois. J'ai ajouté utilement, refusé à chaque fois. Le directeur du lieu prépare actuellement à porter plainte pour fraude contre toi et ta charmante nouvelle épouse. Alors avant de lancer ton équipe juridique familiale imaginaire sur moi, tu ferais mieux d'appeler ta banque et de trouver comment tu vas payer le caviar que tu as enfoncé dans la gorge de tes invités hier soir. Le silence s'est étiré, épais et suffocant. L'illusion qu'il avait si soigneusement construite se brisait en 1 million de morceaux. Et Preston, ai-je dit, baissant ma voix à un murmure létal. Il te reste 25 minutes pour quitter ma propriété. Il y a eu un hoquet aigu suivi du bruit frénétique et maladroit du téléphone tombant au sol. La ligne est devenue complètement morte. Il avait raccroché dans une panique aveugle. J'ai baissé mon téléphone et levé les yeux vers l'architecture époustouflante de la demeure. La porte d'entrée s'est ouverte et mon entrepreneur en sécurité est sorti en tenant un nouvel ensemble de clés brillantes. Les serrures avaient été officiellement changées. La maison était sécurisée. Les jeunes mariés parasites étaient piégés à l'intérieur avec rien d'autre que leur bagage et le poids écrasant de leurs propres mensonges. Je me suis retourné et j'ai marché vers ma voiture qui attendait. L'air frais du matin était incroyablement rafraîchissant. Je savais que ce n'était que le début. D'ici midi, mes parents découvriraient inévitablement ce que j'avais fait et la vraie guerre commencerait. Mais alors que je m'installais dans le siège en cuir doux de ma voiture avec chauffeur, je n'ai ressenti absolument aucune peur. Pour la première fois de ma vie, je ne suppliais pas pour une place à leur table. Je reprenais toute la maison. À midi, le soleil de Los Angeles était haut et impitoyable, mais le climat à l'intérieur de mon siège social à Century City était parfaitement contrôlé. Si ma vie était un film, la caméra serait verrouillée dans un plan de suivi fluide, me suivant de près tandis que je traversais les parois en verre de mon entreprise. Mes talons cliquetaient rythmiquement contre les sols en marbre importé. Je portais un tailleur pantalon cramoisi sur mesure qui exigeait l'attention, mais mon esprit était complètement concentré sur les retombées inévitables. Mon assistante de direction, Elena, attendait devant les doubles portes de ma suite privée. Elle avait l'air visiblement secouée. Elle s'est levée rapidement et a baissé la voix. Nia, je suis vraiment désolé, mais tes parents attendent à l'intérieur. Ils ont contourné la sécurité et ont insisté sur le fait que c'était une urgence familiale. Ils sont absolument furieux. J'ai fait un signe de tête rassurant à Elena. C'est bon, Elena. Bloque tous mes appels et ne laisse entrer personne d'autre. J'ai poussé les lourdes portes en chêne de mon bureau. La vue panoramique de la ligne d'horizon de la ville donnait habituellement à la pièce une énergie expansive et paisible, mais aujourd'hui l'air était épais d'hostilité. Mes parents, le pasteur Marcus et ma mère, Brenda, arpentaient la longueur de mon tapis persan. Ils se sont arrêtés net dès l'instant où ils m'ont vu. Ma mère n'a même pas attendu que la porte se referme derrière moi. Elle s'est élancée en avant avec un regard venimeux, son doigt parfaitement manucuré pointé directement sur mon visage. « Comment oses-tu » a-t-elle hurlé.
Sa voix était stridente au point de briser les fenêtres du sol au plafond. Comment oses-tu humilier ta sœur le tout premier matin de son mariage? Tu as envoyé des voyous chez elle. Tu as volé sa voiture. Tu as embarrassé cette famille devant ses nouveaux beaux-parents. J'ai marché calmement devant elle et j'ai pris place derrière mon énorme bureau en acajou. Je ne vais pas me prêter à une dispute à grands cris, mère. J'ai simplement repris possession de biens d'entreprise qui étaient utilisés par des individus non autorisés. Ton enfant chéri et son mari frauduleux étaient en train d'intruder. Ma mère a claqué ses deux mains sur mon bureau. Frauduleux, a-t-elle craché. Tu es juste jalouse, Nia. Tu as toujours été jalouse de Chloé, et tu fais ça parce qu'elle a épousé un homme blanc riche. Tu ne supportes pas le fait qu'elle ait sécurisé un homme avec de l'argent ancien réel et des connexions dans la haute société pendant que tu n'es qu'une femme obsédée par sa petite entreprise. Tu voulais ruiner son bonheur parce que personne ne veut de toi. Le niveau pur de délire dans ses paroles était stupéfiant. Ils avaient complètement adhéré à Preston et à son prestige imaginaire. Un homme blanc riche, ai-je répété, laissant les mots flotter dans l'air. Mère, la seule raison pour laquelle cet homme semblait riche hier est parce qu'il se tenait dans ma maison et conduisait ma voiture. La seule raison pour laquelle il a eu une réception de mariage est parce qu'il a utilisé mes fournisseurs d'entreprise. C'est un parasite fauché qui a fait rebondir une facture de traiteur de 150 000 $ hier soir. Vous adorez un homme qui porte littéralement mes accomplissements financiers comme un costume. Mon père, le pasteur Marcus, s'est enfin avancé. C'était un homme grand et imposant qui avait l'habitude de commander des milliers de personnes depuis sa chaire chaque dimanche. Il portait son col clérical comme un insigne d'autorité absolue, s'attendant à une soumission sans question de la part de tout le monde, surtout de ses filles. Ne parle pas à ta mère de cette façon, a-t-il tonné, utilisant sa voix de prédicateur retentissante conçue pour intimider, et ne ment pas au sujet de Preston. Sa famille est hautement respectée. Tu agis par dépit et amertume. Tu es devenue une femme froide et impie, Nia. Tu as abandonné les valeurs que nous t'avons enseignées. Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir et j'ai regardé l'homme qui avait l'audace de questionner mes valeurs. Ma voix est tombée dangereusement bas. Veux-tu vraiment parler de valeurs, père? Parlons de valeurs. Il y a 3 ans, quand ton énorme méga-église était à quelques semaines de la saisie parce que tu avais mal géré le fonds de construction, qui est intervenu? Est-ce que ta congrégation t'a sauvé? Est-ce que Chloé t'a sauvé? Non. J'ai rédigé un chèque de 300 000 $ pour couvrir ta dette et te sauver de la ruine publique. Je t'ai tiré d'affaire. Mon père a tressailli, sa mâchoire se crispant. Il détestait qu'on lui rappelle ses échecs. Et comment m'as-tu remboursé? Ai-je continué, refusant de le laisser détourner le regard. Tu m'as caché. Tu m'as traité comme un sale secret parce que j'ai refusé de jouer le rôle de la fille noire obéissante, pieuse et soumise que tu pouvais exhiber autour de ton église. Tu n'aimais pas que je sois parti de la maison. Tu n'aimais pas que j'aie construit ma propre richesse au lieu d'épouser un diacre. Tu as volontiers pris mes 300 000 $ pour sauver ta réputation, mais tu as dit à ta congrégation que j'étais une honte rebelle pour la famille. Et puis tu as eu le culot de me supplier d'utiliser mes propriétés de luxe pour impressionner un homme blanc qui te regarde de haut. Ils sont restés tous les deux figés. Pendant une brève seconde, j'ai vu une lueur de culpabilité dans les yeux de ma mère, mais sa fierté l'a rapidement éteinte. Elle a croisé les bras défensivement. Tu as donné cet argent à l'église comme une dîme, a claqué ma mère, refusant de céder. C'était ton devoir devant Dieu. Cela ne te donne pas le droit de détruire la vie de ta sœur aujourd'hui. La famille de Preston est en colère. Ils exigent des réponses au sujet de la maison et de la voiture. Tu nous as fait passer pour des menteurs et des imbéciles. Vous êtes des menteurs et des imbéciles, ai-je dit sèchement. Vous lui avez menti sur la propriété de la maison. Il vous a menti sur le fait d'avoir de l'argent. Vous vous méritez les uns les autres. Le visage de mon père est devenu d'un violet profond. Les veines de son cou saillaient. Il a marché droit jusqu'au bord de mon bureau, plantant fermement ses mains sur le bois. Il se préparait à délivrer ce qu'il pensait être le coup ultime. La menace qu'il croyait me briser et me forcer à revenir à ma place désignée au bas de la hiérarchie familiale. Écoute-moi bien maintenant, Nia, a-t-il ordonné, sa voix vibrant d'une rage absolue. Tu vas décrocher ce téléphone et tu vas appeler ton équipe de sécurité. Tu vas leur ordonner de rendre les clés de cette maison et de ramener cette voiture à Chloé immédiatement.
Tu vas t'excuser auprès de Preston et tu vas dire à ses parents que tout cela était un énorme malentendu de ta part. Je l'ai regardé en clignant lentement des yeux. Et si je ne le fais pas, si tu ne fais pas exactement ce que je dis, je me tiendrai à la chaire ce dimanche devant 5000 personnes, et je te renierai publiquement, a-t-il menacé. Je dirai à toute la congrégation que tu es une voleuse et une menteuse qui a essayé d'extorquer sa propre sœur. Je te priverai de ton nom de famille. Tu seras morte pour nous. Tu n'auras plus de famille, plus de communauté, et plus de maison où revenir. Tu seras complètement seul. Il se tenait droit, respirant lourdement, attendant que les larmes se forment dans mes yeux. Il attendait que la petite fille effrayée en moi supplie pour son pardon et son acceptation. Il s'attendait à ce que je m'effondre à l'idée de perdre la famille que j'avais passé toute ma vie à essayer de satisfaire. Mais la petite fille effrayée avait disparu depuis longtemps. À sa place se tenait une femme qui avait construit un empire à partir de zéro. Je n'avais pas besoin de sa chair. Je n'avais pas besoin de son amour conditionnel. Et je n'avais certainement pas besoin de son nom. J'ai regardé mon père et j'ai laissé un lent sourire glacial se répandre sur mon visage. J'ai tendu la main vers le stylo en argent poli sur mon bureau et je l'ai tapoté doucement contre le bois. « Tu gagnes, père » ai-je dit doucement, laissant un lourd soupir s'échapper de mes lèvres. J'ai arrêté de tapoter le stylo en argent et j'ai laissé mes épaules s'affaisser d'une fraction. C'était un changement physique subtil, mais je savais que mes parents l'interpréteraient immédiatement comme une défaite. Ils avaient passé toute ma vie à briser mon esprit pour qu'il corresponde à leur récit, et ils s'attendaient pleinement à ce que je m'effondre sous la menace d'exil public. J'ai ouvert le tiroir du bas de mon bureau et j'en ai retiré un épais dossier en manille. Je l'ai ouvert et j'ai fait glisser un document juridique net de plusieurs pages sur la surface polie en acajou vers mon père. « Qu'est-ce que c'est » a demandé ma mère, ses yeux se plissant de suspicion tandis qu'elle se penchait sur le bureau. « C'est un compromis » ai-je répondu, gardant ma voix fluide et parfaitement conciliante. « Tu as raison. Je ne veux pas perdre ma famille. Je ne veux pas être humilié devant toute la congrégation dimanche matin, mais mon entreprise est une entité corporative légalement contraignante. Le conseil d'administration et mes responsables financiers ont déjà signalé la propriété de 6 millions de dollars comme une utilisation non autorisée d'actifs d'entreprise. La maison ne peut pas simplement rester là gratuitement. Quelqu'un doit en être légalement responsable sur papier. Mon père a ricané, regardant le document avec un mépris évident. Et que proposes-tu exactement ? Un contrat de location de luxe standard, ai-je dit, en faisant un geste décontracté vers le papier. Si Preston possède vraiment le fonds en fiducie de plusieurs millions de dollars dont il se vante, alors cela ne devrait absolument rien représenter pour lui. Une goutte d'eau dans l'océan, il peut signer un bail pour louer la demeure à ma société. Le taux actuel du marché pour un domaine entièrement meublé et à haute sécurité dans ce code postal est de 40 000 dollars par mois. J'aurai besoin du premier mois, du dernier mois et d'un dépôt de garantie. Cela fait 120 000 dollars dus à la signature. Ma mère a laissé échapper un rire moqueur bruyant qui a résonné contre les parois en verre de mon bureau. 40 000 dollars par mois. Tu penses que cela intimide un homme comme Preston ? Sa famille dépense autant en week-end de ski à Aspen. Tu essaies juste d'être mesquine et difficile parce que tu sais que tu as perdu. Tu essaies de soutirer des centimes à un homme riche juste pour te sentir puissante. Si c'est si facile pour lui, alors il ne devrait avoir aucun problème à le signer. Ai-je contré, en me penchant légèrement en avant et en joignant mes mains. Fais-le signer le contrat. Fais-le virer le dépôt sur mon compte d'entreprise d'ici 17 heures aujourd'hui. S'il le fait, j'appellerai personnellement mon équipe de sécurité et je ferai livrer les nouvelles clés chez lui sur un plateau d'argent. J'irai même jusqu'à présenter des excuses formelles à ses parents pour le malentendu de ce matin. Mon père a tendu la main et arraché le contrat du bureau. Il l'a serré fermement, un air de satisfaction immense envahissant son visage. Il croyait avoir réussi à me forcer à la soumission par intimidation. Il croyait qu'il s'en allait avec une victoire massive, forçant la fille rebelle et ingrate à s'incliner devant le beau-fils blanc supérieur. Je ferai signer cela et je ferai virer l'argent avant que les banques ne ferment, a déclaré mon père, sa voix dégoulinante d'un triomphe arrogant. Je le respecterai exactement autant qu'il le mérite, ai-je répondu, mon visage complètement inexpressif. Mon père a tourné les talons. Viens, Brenda, nous en avons fini ici. Allons donner la bonne nouvelle à notre gendre. Il rira probablement de cette tentative pathétique de soutirer de l'argent de son fonds fiduciaire.
Ma mère m'a jeté un dernier regard de pur dégoût. Elle a ajusté la bretelle de son sac à main de créateur, exactement le même sac que j'avais acheté pour elle 3 Noëls auparavant. Tu devrais prier pour ton cœur amer, Nia, a-t-elle dit froidement avant de suivre mon père vers la sortie. Les lourdes portes en chêne se sont refermées avec un clic derrière eux. L'énergie oppressive et toxique dans la pièce a instantanément disparu, laissant place à une sérénité tranquille. J'étais à nouveau seul. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas prié. J'ai simplement souri. J'ai fait pivoter mon fauteuil en cuir et j'ai ouvert mon ordinateur portable argenté élégant. L'écran a brillé vivement, illuminant le bois sombre de mon bureau. J'ai tapé un mot de passe hautement sécurisé et j'ai ouvert un fichier crypté que mon enquêteur privé m'avait livré 2 semaines auparavant. Vous voyez, je gère des actifs pour des milliardaires. Je ne laisse personne vivre dans mes propriétés ou conduire mes véhicules sans effectuer une vérification approfondie des antécédents. Quand mes parents m'ont supplié pour la première fois de laisser Chloé utiliser la maison pour impressionner Preston, mon instinct m'a dit que quelque chose n'allait pas du tout avec son histoire. La vraie vieille argent ne se vante pas. La vraie richesse ne vous rappelle pas constamment sa présence. Alors, j'ai demandé à mon équipe d'enquêter sur Preston Alexander III. J'ai tourné l'écran de l'ordinateur portable vers le centre de la pièce, comme si je montrais les fichiers directement à vous qui regardez cela en ce moment. Sur l'écran se trouvait un rapport détaillé sur les antécédents financiers. Preston avait en effet un fonds fiduciaire. L'argent était réel, mais il y avait un énorme tampon rouge criard sur l'ensemble de son portefeuille financier, une saisie fiscale fédérale. Preston n'avait pas payé un seul centime d'impôt sur sa richesse héritée depuis des années. Il avait tenté de cacher ses actifs dans des comptes offshore et avait échoué lamentablement. Le service des impôts internes avait complètement gelé son fonds fiduciaire il y a 36 mois. Il n'avait absolument aucun accès à cet argent. Ses comptes bancaires personnels étaient à découvert. Ses cartes de crédit étaient maxées jusqu'à la limite. Le style de vie de luxe qu'il projetait était entièrement financé par des prêts à taux d'intérêt élevés, du crédit prédateur et en vivant au crochet de familles crédules comme la mienne, trop désespérées pour obtenir une validation pour vérifier ses justificatifs. Il était fonctionnellement en faillite. Il n'avait pas 120 000 $ à me virer d'ici 17 heures. Il n'avait probablement même pas 120 $ à son nom. En remettant à mon père ce contrat de location, je ne m'étais pas du tout rendu. Je venais simplement de donner à Preston un pistolet chargé et de le défier d'appuyer sur la gâchette devant un public. Il était maintenant acculé dans un coin impossible. Il devrait soit avouer à mes parents arrogants qu'il était complètement fauché et perdre son billet en or, soit trouver un moyen de falsifier l'argent pour maintenir l'illusion vivante. Et connaissant un homme désespéré et prétentieux comme Preston, je savais exactement quel chemin il choisirait. Le piège était parfaitement tendu, et le rat courait déjà vers le fromage. Il n'a pas fallu longtemps au rat pour mordre à l'hameçon. Le lendemain matin, exactement à 9 heures, les lourdes portes en chêne de mon bureau se sont ouvertes à la volée sans un seul coup. Mon assistante, Elena, suivait les intrus, s'excusant frénétiquement pour la violation de la sécurité, mais j'ai simplement levé une main pour la congédier. C'était bon. J'attendais exactement cette performance. Chloé est entrée la première, serrant un sac de créateur comme un bouclier protecteur, son visage tordu dans un mélange de peur et de défiance forcée. Preston la suivait de près. Son torse était gonflé, dégageant cette confiance arrogante imméritée que je méprisais totalement. Mais il n'était pas seul. Flanquant Preston se trouvait un homme blanc plus âgé portant un costume gris anthracite impeccable et tenant une mallette en cuir impeccable. L'homme s'est avancé complètement, contournant toutes les politesses professionnelles standards. Il a plongé la main dans sa mallette et a laissé tomber une épaisse pile de documents juridiques agrafés directement au centre de mon bureau en acajou avec un bruit sourd théâtral. « Bonjour, mademoiselle Nia », a commencé l'homme. Sa voix était lisse et entraînée, teintée d'une menace sous-jacente. « Je m'appelle Arthur Vance. Je suis l'associé principal qui gère le domaine et les affaires juridiques du fonds fiduciaire de la famille de Preston. Nous sommes ici pour résoudre ce malheureux malentendu avant que je ne sois obligé de démanteler votre entreprise. » Je suis resté assise, me penchant légèrement en arrière dans mon fauteuil en cuir. Je ne leur ai pas offert un siège. J'ai simplement fait un geste pour qu'ils continuent. Monsieur Vance s'est éclairci la gorge et a tapoté la pile de papier. En tentant d'extorquer un contrat de location frauduleux à mon client, vous opérez en violation directe de plusieurs lois sur les délits civils d'entreprise.
vous tentez de tirer parti d'un différend familial pour enrichir vos avoirs d'entreprise. J'ai une injonction rédigée et prête à être déposée auprès du tribunal fédéral dès 7 heures. Cette injonction gèlera immédiatement tous vos actifs d'entreprise. Elle bloquera vos comptes d'exploitation, arrêtera votre paie et entraînera votre entreprise de conciergerie de luxe dans une bataille juridique prolongée qui vous ruinera absolument en frais juridiques. Il a fait une pause, laissant la lourde menace planer dans l'air calme de mon bureau. Il existe cependant une sortie facile pour vous, a-t-il dit avec aisance. Signez l'acte de la propriété de Calabaza au nom de Chloé Preston dès maintenant. Un transfert de propriété propre. Si vous faites cela, je déchirerai cette injonction et nous pourrons tous partir en bons termes. Refusez et votre petite entreprise ne survivra pas à la semaine. Chloé s'est avancée, les yeux écarquillés, avec un désespoir suppliant qui était honnêtement pathétique à voir. Signe simplement la maison à Nia. S'il te plaît, ne rends pas cela plus laid que ça ne l'est déjà. Tu as déjà ruiné la matinée de mon mariage. Ne laisse pas Preston ruiner ta vie. Il a le pouvoir de le faire. Tu sais qu'il l'a. Preston n'a pas attendu que je réponde. Il s'est penché sur mon bureau, plaçant ses deux mains pâles à plat contre le bois poli, envahissant mon espace personnel. Il a souri d'un rictus triomphant répugnant qui atteignait à peine ses yeux bleus froids. Je t'ai averti hier, a ricané Preston, sa voix baissant en un murmure condescendant. Je t'ai dit que ma famille ne joue pas quand il s'agit de nos actifs. Tu pensais pouvoir nous surpasser avec un joli petit contrat de location. Tu pensais pouvoir pressurer mon fonds fiduciaire, mais tu vois, la vraie richesse générationnelle c'est exactement comment se protéger contre des arrivistes cupides et ignorants comme toi. Il s'est écarté du bureau et a commencé à arpenter mon tapis perçant, secouant la tête avec une pitié exagérée. Il a regardé autour de mon bureau d'angle comme s'il examinait un terrain de jeu d'enfant. Tu peux acheter les costumes sur mesure chère, Nia. Tu peux louer ce bureau pantouse et engager une équipe de sécurité, mais tu ne peux pas acheter la classe. Tu es toujours juste une fille du quartier qui a eu de la chance avec une bonne combine. Les gens comme ma famille, les gens avec un vrai pédigré et une histoire. Nous avons construit les systèmes financiers dans lesquels tu loues simplement de l'espace. Tu ne comprends pas comment fonctionne le vrai pouvoir. Tu aurais dû rester dans ta voie au lieu d'essayer d'extorquer tes supérieurs. Chaque mot qu'il prononçait dégoulinait de micro-agressions raciales et de classe. Il n'insultait pas seulement mon entreprise. Il insultait mon sang, mes origines et mon droit d'exister dans la même tranche d'imposition que sa lignée aristocratique imaginaire. Il voulait que je me sente petite. Il voulait que la femme noire assise en face de lui baisse la tête, intimidée par la présence d'un homme blanc en costume qui lançait du jargon juridique. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas parlé. Je n'ai même pas respiré lourdement. Si une caméra filmait ce moment exact, elle ferait un zoom avant en passant devant la silhouette qui arpentait Preston. Elle passerait devant le tremblement nerveux de Chloé. Elle se verrouillerait dans un gros plan serré et suffocant sur mon visage. L'accent serait entièrement sur mes yeux. Ils étaient froids, sans clignement et totalement dépourvus de peur. Je fixais Preston avec l'immobilité absolue d'un prédateur observant une proie acculée, faisant sa dernière tentative féodale d'intimidation. J'ai laissé le silence s'étirer. Je l'ai laissé devenir lourd et inconfortable jusqu'à ce que Preston arrête d'arpenter et déplace nerveusement son poids. Le rictus arrogant sur son visage a commencé à vaciller juste un peu sous mon regard impassible. Mon regard s'est lentement déplacé de Preston vers l'homme qui se faisait appeler Arthur Vance. J'ai regardé la façon dont son costume tombait sur les épaules. C'était un beau costume, mais la coupe était juste un peu trop générique, comme s'il avait été acheté en prêt-à-porter dans un grand magasin de gamme moyenne. J'ai regardé sa mallette. Elle était toute neuve, complètement dépourvue des éraflures et de l'usure naturelle qu'un associé principal d'un grand cabinet d'avocats aurait accumulé au fil des années de litige. Il n'y avait pas de monogramme. Et surtout, les avocats d'affaires puissants représentant des fonds fiduciaires de milliards de dollars ne font pas de visite personnelle à domicile pour menacer des fondateurs de start-up pour un seul litige sur une propriété résidentielle. Ils envoient des associés juniors où ils déposent simplement les documents et laissent les huissiers parler. Preston avait trop joué sa main. Il était si incroyablement désespéré d'éviter de signer ce contrat de location et d'exposer sa faillite qu'il avait orchestré toute cette comédie juridique. J'ai tendu la main par-dessus mon bureau en acajou et j'ai appuyé sur le bouton argenté de l'interphone. Mon assistante a répondu immédiatement. « Elena » ai-je dit,
gardant mes yeux fixés sur l'homme en sueur dans le costume bon marché. Veuillez contacter la sécurité de l'immeuble et leur demander d'effectuer une vérification des accréditations sur un Arthur Vance. Aussi, mettez la California State Bar Association en ligne pour vérifier son numéro de licence. Nous avons un gentleman dans le bureau qui menace d'injonction fédérale, et je veux m'assurer que je traite avec un officier légitime de la cour avant d'appeler le FBI pour signaler une extorsion criminelle. La couleur a quitté le visage de l'homme plus âgé si vite que c'était presque comique. La fausse confiance avec laquelle il était entré s'est évaporée instantanément. Il a regardé Preston, les yeux écarquillés de pure panique. « Tu n'as pas dit qu'elle allait t'appeler le barreau ?» a-t-il sifflé, son accent poli et entraîné glissant soudainement vers un ton nasal et nerveux. Je me suis penché en avant, posant fermement mes coudes sur le bureau. « Combien te paie-t-il, monsieur Vance ? Ou devrais-je dire quel que soit ton vrai nom parce que se faire passer pour un avocat pour extorquer un bien immobilier est un délit fédéral et je doute fortement que les poches vides de Preston valent le temps de prison fédérale. » L'homme n'a même pas hésité. Il a saisi sa mallette impeccable et vide sur mon bureau, a marmonné une série de jurons paniqués et s'est précipité vers la porte. Il a bousculé une Chloé stupéfaite et a sprinté hors de mon bureau, laissant les lourdes portes en chaîne se balancer follement derrière lui. Chloé fixait l'embrasure ouverte, la bouche grande ouverte de choc absolu. « Preston, qui était cet homme ?» a-t-elle demandé, sa voix tremblante. « Tu m'as dit qu'il était l'avocat du domaine de ta famille. Tu m'as dit qu'il travaillait pour ton père depuis 20 ans. » Preston respirait lourdement, son visage devenant un rouge furieux et tacheté. Sa grande comédie juridique venait de s'effondrer en poussière en moins de 3 minutes. Le masque de l'aristocrate raffiné et riche avait complètement disparu, remplacé par l'animal désespéré et acculé qu'il était vraiment. Mais au lieu de battre en retraite, son ego blessé l'a forcé à doubler la mise. Il a claqué ses poings sur mon bureau, abandonnant toute prétention de calme de classe supérieure. « Ne deviens pas arrogante, Nia » a-t-il rugi, de la salive volant de ses lèvres tandis qu'il pointait un doigt tremblant vers mon visage. « Tu penses que tu es si intelligente ? Tu penses que tu détiens toutes les cartes juste parce que tu possèdes quelques immeubles et que tu as démasqué un acteur engagé, mais tu ne sais pas tout. J'ai toute ta famille à la gorge. » J'ai haussé un sourcil, sincèrement curieuse de voir jusqu'où il était prêt à creuser sa propre tombe. « Ah bon ? Oui, » a-t-il grogné, se penchant si près que je pouvais sentir l'odeur de café rance et de pur désespoir dans son souffle. « Tes précieux parents, ceux qui te détestent, ceux qui m'ont pratiquement supplié d'épouser leur fille préférée pour qu'ils puissent enfin avoir un vrai statut. Ils ont hypothéqué tous leurs fonds de retraite et ont investi 500 000 $ dans ma start-up le mois dernier. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Chloé s'est physiquement reculée, ses yeux passant de son mari à moi, comme si elle venait de recevoir une gifle. « De quoi parles-tu » a-t-elle haleté, serrant son sac de créateur contre sa poitrine. « La retraite de maman et papa. Tu as pris leur argent. Tu m'as dit que ton fonds fiduciaire payait pour l'entreprise. » Preston l'a complètement ignoré, ses yeux bleus maniaques fixés entièrement sur moi. « C'est exact, Nia. 500 000 en liquide. Ils l'ont remis volontairement parce qu'ils croyaient en ma vision. Ils croyaient en moi, un vrai homme d'affaires, pas une hustlée de quartier comme toi. Et tout cet argent est bloqué dans mon entreprise. Donc si tu essaies de me ruiner, si tu prends cette maison, si tu exposes ma situation financière au country club, je laisserai ma start-up s'effondrer et brûler. Et si je coule, tes parents coulent avec moi. Ils perdront leur maison. Ils perdront leur pension. Ils perdront tout ce pour quoi ils ont travaillé toute leur vie. Tu seras responsable de la ruine de ta propre mère et de ton propre père. » Il se tenait là, la poitrine haletante, souriant d'un sourire grotesque et triomphant. Il croyait vraiment qu'il venait de jouer un flush royal. Il croyait que la culpabilité de ruiner mes parents me forcerait à me rendre. C'était le chantage émotionnel ultime parfaitement adapté à la fille qui avait toujours été attendue pour se sacrifier pour le bien-être de la famille. Chloé sanglotait ouvertement maintenant, la réalité de la tromperie de son mari perçant enfin à travers sa vanité. Elle a saisi son bras, le suppliant de lui dire que c'était un mensonge, le suppliant de lui expliquer pourquoi il avait pris les économies de vie de leurs parents. Mais il l'a simplement secoué violemment et a continué à me fixer, attendant ma reddition absolue. Je l'ai regardé pendant un long moment calme. J'ai pensé à mes parents. J'ai pensé à comment, quand j'ai commencé mon entreprise, je leur ai demandé un prêt de 5 000 $ pour aider au marketing, et ils m'ont ri au nez.
Ils m'ont dit que les femmes noires de notre quartier ne construisent pas d'empire de luxe et m'ont dit de prendre un emploi comme réceptionniste. Pourtant, ils ont volontairement jeté un demi-million de dollars à un homme blanc avec un faux fonds fiduciaire simplement parce qu'il leur promettait une proximité avec la blancheur et la richesse. Je n'ai pas ressenti de pitié pour eux. J'ai ressenti une clarté profonde et glaçante. Je me suis levé, j'ai fait le tour de mon bureau et j'ai ouvert la porte de mon bureau. Tu as joué ta main, Preston. Maintenant, sors de mon bureau. Tous les deux. Preston a ricané, ajustant les revers de sa veste de costume avec une arrogance écœurante. Tu as 24 heures pour signer l'acte à Nia, où je coule le navire et j'entraîne tes parents avec moi. Il a saisi Chloé rudement par le bras et l'a traînée hors de la pièce. Elle a regardé en arrière vers moi, des larmes coulant sur son visage, sa façade de mariage parfaite complètement brisée. J'ai fermé doucement la porte derrière eux, verrouillant le verrou avec un clic satisfaisant. Je suis allé vers le minibar caché dans le coin de mon bureau. Je me suis versé un verre généreux d'un vin rouge millésimé. Le liquide cramoisi profond tourbillonnait magnifiquement contre le cristal. J'ai pris une gorgée lente et délibérée, savourant les saveurs riches et complexes tandis que la chaleur s'installait dans ma poitrine. Si la caméra était ici, elle suivrait mes mouvements en douceur, se stabilisant en un plan moyen serré tandis que je retournais au centre de la pièce. J'ai regardé directement dans l'objectif, levant le verre de vin en un toast moqueur. Preston pense qu'il a le levier ultime sur mes parents. J'ai affiché un sourire vraiment terrifiant qui s'est étendu sur mon visage. Il pense qu'il est un maître manipulateur tenant leur avenir financier en otage. Il pense qu'il a sécurisé 500 000 $ pour une start-up de biotechnologie de pointe qui le sauvera de sa dette fiscale paralysante. J'ai pris une autre gorgée de vin, laissant la pure brillance de mon propre plan de contingence me submerger. Mais ce que Preston ne sait pas, c'est que la start-up de biotechnologie dont il est si incroyablement fier, l'entreprise de capital risque agressive qu'il a approchée au country club et l'a convaincu qu'il était un génie entrepreneur tech, est entièrement fausse. C'est une société écran. Et c'est moi qui l'ai créée. J'ai appâté l'hameçon, il l'a avalé tout entier et mes parents ont financé tout le piège. Le lendemain matin était dimanche, le jour de repos pour la plupart des gens, mais pour mon père c'était la soirée d'ouverture. Si la caméra me suivait maintenant, ce serait un plan de suivi lent et régulier positionné juste derrière mon épaule tandis que je poussais les lourdes portes en acajou de la méga-église de mon père. Le sanctuaire était massif, baigné dans la lumière colorée se déversant à travers les hautes fenêtres en vitraux. Un chœur gospel de 10 pièces se balançait sur la scène, leur voix résonnant à travers les plafonds voûtés. Je portais une robe verte émeraude sur mesure, mes talons claquant doucement contre le sol en pierre polie du foyer. Habituellement, quand j'arrivais à l'église, j'étais accueilli avec des étreintes chaleureuses et des sourires brillants des huissiers et des membres anciens de la congrégation. Après tout, mes dons silencieux avaient payé le nouveau toit au-dessus de leur tête et le système de sonorisation à la pointe de la technologie qu'ils utilisaient actuellement. Mais aujourd'hui, l'atmosphère était entièrement différente. Alors que je marchais dans l'allée centrale pour trouver un siège, les sourires ont disparu. Les salutations chaleureuses ont été remplacées par des murmures durs et des regards froids et jugeurs. Des femmes qui me connaissaient depuis que j'étais enfant m'ont brusquement tourné le dos quand je suis passé. Un diacre plus âgé, un homme que j'avais personnellement aidé avec des factures médicales l'année dernière, a refusé de croiser mon regard et s'est écarté de mon chemin comme si je portais une maladie contagieuse. Il n'a pas fallu un génie pour comprendre ce qui s'était passé. Mon père avait passé les dernières 24 heures à activer l'arbre téléphonique de l'église. Il avait tissé un récit magistral me peignant comme la sœur aînée amère et jalouse qui avait impitoyablement jeté sa sœur nouvellement mariée et son innocent mari dans les rues froides le tout premier jour de leur mariage. Il leur a dit que j'étais une tyran d'entreprise cupide qui avait perdu son chemin avec le Seigneur, punissant ma famille simplement parce que je ne pouvais pas trouver un mari à moi. J'étais la méchante dans leur soap-opéra du dimanche matin. Je n'ai laissé transparaître aucune once d'émotion sur mon visage. J'ai glissé dans un banc vide près de l'arrière du sanctuaire, croisé les jambes et me suis installé pour le spectacle. Sur la chaire, le pasteur Marcus était dans son élément. Mon père était un maître de la prédication théâtrale. Il a saisi les bords du pupitre en bois, sa voix tonnant à travers le microphone avec une vibration entraînée. Il délivrait un sermon enflammé sur les dangers de l'envie et la sainteté de la famille. Nous devons protéger nos cœurs du poison de la jalousie. Mon père a prêché en essuyant son front avec un mouchoir blanc. La jalousie te fera te retourner contre ta propre chair et ton propre sang.
Elle te fera oublier l'amour qui t'a élevé. Mais nous devons aussi nous souvenir de célébrer les bénédictions que Dieu apporte dans nos vies même quand le diable essaie de voler notre joie. La congrégation a murmuré son accord. Des « Amen » ont ondulé dans la foule. Mon père a tendu le bras en pointant directement vers le premier rang. Assis là, baigné dans le projecteur de l'approbation de mon père, se trouvaient Chloé et Preston. Chloé portait une robe florale sobre, tamponnant ses yeux avec un mouchoir, jouant le rôle de la victime traumatisée à la perfection absolue. Preston était assis bien droit à côté d'elle dans un costume marine impeccable, tenant sa main et hochant solennellement la tête aux paroles de mon père. Juste ce week-end, le Seigneur a béni notre famille en nous apportant un nouveau fils. Mon père a annoncé, sa voix gonflant de fierté. Un homme d'honneur, un homme d'un standing et d'une foi incroyable. Preston est la bénédiction de Dieu pour notre famille. Il nous a montré à quoi ressemble la vraie grâce face à une adversité soudaine et non provoquée. Accueillons-le et prions pour ceux qui ont laissé leur cœur devenir froid et amer contre eux. Toute la congrégation s'est levée et a commencé à applaudir. Ma mère, Brenda, se tenait à côté de Chloé, rayonnante de fierté tandis qu'elle plaçait une main aimante sur l'épaule de Preston. Il paradait ce parasite fauché, frauduleux et évitant les impôts devant 5000 personnes comme s'il était un sauveur. L'hypocrisie pure du moment était presque suffocante. Ils adoraient un homme qui complotait activement pour les ruiner financièrement tout en crucifiant publiquement la fille qui avait littéralement acheté le toit au-dessus de leur tête. Je suis restée assise dans le banc arrière. Je n'ai pas applaudi. J'ai simplement regardé le spectacle avec une fascination froide et détachée. Preston a légèrement tourné la tête, balayant la foule jusqu'à ce que ses yeux bleus glacés se verrouillent sur les miens au fond de l'église. Il m'a offert un léger rictus arrogant. Il pensait qu'il était intouchable. Il pensait que sa petite performance dans mon bureau m'avait réussi à m'acculer dans un coin. Il pensait que la pression publique de l'église me forcerait à plier le genou et à céder mes actifs. Exactement à ce moment précis, le silence de mon observation a été brisé par un doux bourdonnement à l'intérieur de mon sac à main de créateur. J'ai plongé la main et j'ai sorti mon téléphone. L'écran s'est illuminé avec une notification urgente d'un serveur de messagerie hautement crypté. C'était un message de mon directeur financier suivi immédiatement d'un texto direct d'un contact exécutif senior que j'avais dans l'une des plus grandes banques commerciales du pays. Le message texte était bref mais alarmant. Nia, tu dois regarder le fichier joint immédiatement. Quelque chose d'énorme vient de frapper le registre des titres pour ta propriété de Calabaza. J'ai baissé la luminosité de mon écran pour que les congrégants qui me regardaient fixement autour de moi ne puissent pas voir ce que je faisais. J'ai ouvert le fichier PDF crypté. C'était un rapport financier confidentiel, une plongée profonde dans le statut juridique de l'exacte maison de 6 millions de dollars dont je venais de verrouiller Preston et Claude dehors. Mes yeux ont balayé le jargon juridique dense, contournant les descriptions de propriétés standards et allant directement à la section des charges. Ce que j'ai vu là a fait courir mon sang absolument froid avant qu'il ne bouille rapidement en une rage vive et concentrée. Selon le registre bancaire officiel, ma propriété n'était plus libre et claire. Il y a seulement 48 heures, la maison avait été officiellement listée comme garantie pour un prêt bancaire commercial massif, un refinancement cash-out pour être exact. Le montant du prêt était stupéfiant. 2 millions de dollars. J'ai fixé les chiffres sur l'écran lumineux. 2 millions de dollars en liquide avaient été autorisés contre l'équité de ma maison, mais c'était complètement impossible. La propriété appartenait à ma société à responsabilité limitée. En tant que seule propriétaire et directrice générale, j'étais la seule personne sur la planète ayant l'autorité légale pour tirer parti de cet actif. Je n'avais jamais autorisé un prêt. Je n'avais même jamais parlé à cette banque particulière d'un refinancement. J'ai fait défiler rapidement vers le bas du document numérique, mes yeux cherchant la page des signatures. Quelqu'un avait dû signer les divulgations de clôture. Quelqu'un avait dû s'asseoir dans une pièce avec un notaire et physiquement mettre un stylo sur le papier pour autoriser un prêt bancaire fédéral de 2 millions de dollars en utilisant un actif qu'il ne possédait pas. L'image de la signature scannée s'est chargée sur mon écran. Ce n'était pas ma signature. Le nom imprimé sur la ligne de l'emprunteur n'était pas le mien. J'ai zoomé sur l'encre. La signature appartenait à Chloé. J'ai levé les yeux de mon téléphone, mes yeux se fixant sur ma sœur assise au premier rang. Elle tenait toujours la main de Preston, jouant toujours la mariée innocente et larmoyante. Mais la vérité me fixait droit au visage à travers les pixels lumineux de mon écran.
Chloé ne possédait pas cette maison. Elle était simplement une occupante temporaire. Pour que son nom soit sur ce document de prêt, quelqu'un aurait dû complètement fabriquer un acte de titre frauduleux, quelqu'un aurait dû falsifier des papiers de transfert d'entreprise, créer de fausses résolutions de sociétés à responsabilité limitée et les présenter à une banque sous serment. Quelqu'un aurait dû commettre une fraude par virement et une fraude bancaire à une échelle fédérale massive. Chloé était incroyablement vaniteuse et profondément égoïste, mais elle n'était pas un cerveau criminel. Elle ne connaissait rien aux structures d'entreprise ou au refinancement commercial. Elle savait à peine équilibrer son propre compte courant. Mais Preston, oui. Preston, l'homme qui essayait désespérément de fuir un fonds fiduciaire gelé et une saisie fiscale agressive. Preston, l'homme qui avait besoin de liquidités pour maintenir sa façade aristocratique et sauver sa peau. Il avait pris l'histoire fausse que mes parents avaient tissée sur la maison étant un cadeau de mariage, et il l'avait transformée en arme. Il avait fabriqué de faux documents de propriété et avait fait signer son nom sur la ligne pointillée à sa nouvelle épouse crédule et désespérée de plaire, la rendant efficacement la cible principale d'un crime financier fédéral. Il n'était pas juste un chercheur d'or. C'était un prédateur. Et il était actuellement assis au premier rang de l'église de mon père, étant loué comme un cadeau de Dieu pendant qu'il tenait secrètement l'allumette qui était sur le point de brûler toute la vie de ma sœur. J'ai verrouillé l'écran de mon téléphone et l'ai glissé de nouveau dans mon sac. Un lent sourire dangereux est apparu sur mon visage. Les fausses cloches de l'église sonnaient, célébrant une union sainte qui était en réalité une scène de crime fédéral. Preston pensait qu'il jouait aux échecs, mais il venait de me remettre le mat ultime. Je n'ai pas assisté à la bénédiction finale. Pendant que mon père prêchait encore sur le pardon et que ma sœur se prélassait dans l'éclat de son projecteur volé, je me suis discrètement glissé hors des lourdes portes en chêne du sanctuaire. J'avais un appel téléphonique à passer et je ne pouvais pas attendre jusqu'au lundi matin. À 9 h le lendemain, j'entrais dans le siège élégant du centre-ville de la First National Commercial Bank. J'avais réalisé des millions de dollars d'affaires avec cette succursale spécifique au cours de la dernière décennie. Mes comptes d'entreprise étaient leur priorité absolue. Je n'ai pas attendu dans le hall. Je suis passé directement devant le bureau d'accueil et suis entré dans le bureau vitré privé de Richard Sterling, le directeur régional de la banque et une vieille connaissance professionnelle. Richard transpirait déjà quand j'ai fermé la porte derrière moi. Il savait exactement pourquoi j'étais là. Il avait autorisé l'examen du prêt sur la propriété de Calabaza, en supposant qu'il s'agissait d'un transfert familial standard parce que mes parents s'étaient vantés si bruyamment et publiquement d'offrir la maison aux jeunes mariés. Richard étala l'énorme dossier de documents sur son bureau en verre poli. Ses mains tremblaient légèrement. Nia, je te jure, les documents semblaient absolument impeccables, dit-il sur la défensive. L'acte de propriété, les résolutions de la société à responsabilité limitée, le transfert de propriété, tout semblait complètement légitime. Le tampon du notaire avait été vérifié. J'ai ignoré ses excuses et tiré les documents vers moi. J'ai contourné les termes bancaires lourdement formulés et suis allé directement à la page des signatures. Dans l'éclairage coloré tamisé de l'église, en regardant un fichier numérique compressé sur l'écran de mon téléphone, la signature ressemblait exactement à l'écriture de Chloé. Mais ici, sous les lumières fluorescentes dures et impitoyables de la banque, la vérité était criante. Les boucles étaient bien trop rigides. La pression du stylo était entièrement uniforme, manquant du flux naturel et de l'hésitation d'une vraie main humaine. C'était une contrefaçon magistrale. Preston avait probablement tracé la signature sur une table lumineuse, en la combinant avec un sceau de notaire contrefait très sophistiqué pour contourner les contrôles de sécurité bancaires initiaux. Mais une signature falsifiée n'était qu'une pièce du puzzle. Pour obtenir un prêt de refinancement en espèces de 2 millions de dollars, la banque exigeait 2 formes d'identification gouvernementale, les cartes de sécurité sociale originales et des vérifications approfondies des antécédents financiers. Comment Preston, un homme avec un fonds fiduciaire gelé et d'énormes privilèges fiscaux, avait-il réussi à contourner tout cela et à présenter Chloé comme une emprunteuse impeccable? La réponse était douloureusement simple, et elle mettait à nu la profondeur tragique de la vanité de ma sœur. En grandissant, Chloé était obsédée par le statut. Mes parents l'avaient élevée pour qu'elle croie que son objectif principal dans la vie était de sécuriser un homme riche qui élèverait le nom de notre famille. Elle ne s'était jamais souciée de l'éducation financière ou de l'indépendance. Elle voulait juste la bague de diamants massive, l'adhésion au country club et le style de vie aristocratique sans effort. Preston savait exactement comment exploiter ce désespoir.
Des mois plus tôt, Preston avait mentionné nonchalamment à mes parents que le gestionnaire de patrimoine privé de sa famille avait besoin des documents personnels de Chloé pour mettre en place son nouveau fonds fiduciaire exclusif. Il leur avait dit qu'il allait l'intégrer dans la richesse générationnelle de sa famille. Aveuglée par la promesse de luxe et impatiente d'impressionner son nouveau fiancé, Chloé lui avait donné son passeport, son acte de naissance, sa carte de sécurité sociale et l'accès à toutes ses informations bancaires privées sans poser une seule question. Elle avait essentiellement remis à un sociopathe financier désespéré les clés absolues de son identité. Preston avait utilisé ces documents pour voler son profil de crédit. Il avait falsifié les papiers de transfert d'entreprise, faisant croire que ma société avait légalement offert le manoir à Chloé. Ensuite, il avait demandé le prêt de 2 millions de dollars entièrement à son nom, en utilisant son identité volée et ma propriété volée comme garantie. J'ai levé les yeux de la signature falsifiée et croisé le regard du directeur de la banque. Où va l'argent, Richard? Richard a avalé difficilement et a tourné son écran d'ordinateur vers moi. Il a affiché les informations d'acheminement approuvées. Les 2 millions de dollars devaient être déboursés demain matin à 8 heures. J'ai lu l'écran et mon sang s'est glacé. L'argent n'allait pas dans un compte marital joint. Il n'allait pas dans la fausse start-up biotech de mes parents. Il était viré directement vers un compte offshore fictif aux îles Caïmans. Un compte enregistré strictement et uniquement au nom de Preston. L'ampleur pure de son mal m'a submergé, assemblant tout le puzzle en une image terrifiante. Preston n'avait jamais prévu de rester marié à Chloé. Il n'était pas juste un chercheur d'or essayant de sécuriser une vie confortable dans un manoir de luxe. C'était un artiste du coup de poing et de la fuite, et son plan maître était d'une cruauté parfaite. Il allait attendre que le virement de 2 millions de dollars passe par le système bancaire international mardi matin. Dès que l'argent atterrirait sur son compte offshore, il allait faire ses valises, se rendre à l'aéroport international de Los Angeles et disparaître à l'étranger pour toujours. Chloé se réveillerait complètement seule. Elle serait enfermée hors d'une maison qu'elle n'avait jamais légalement possédée, abandonnée par un mari qui ne l'avait jamais aimée, et laissée avec une dette fédérale de 2 millions de dollars qui serait immédiatement en défaut. Parce que mes parents avaient déjà lié toutes leurs économies de vie et leurs fonds de retraite à sa fausse société de start-up, le rayon d'impact financier les anéantirait également. La banque saisirait tout ce qu'il possédait pour couvrir la fraude. Preston allait fuir le pays en millionnaire, laissant toute ma famille dans une ruine absolue et inévitable. Il allait détruire les personnes même qui avaient vénéré le sol sur lequel il marchait. Richard m'a regardé, le visage pâle et frappé de panique en réalisant l'énorme responsabilité que sa banque affrontait maintenant. « Voulez-vous que j'annule le virement, Nia? Je peux arrêter les fonds tout de suite. Je peux geler toute la transaction. » J'ai fixé les numéros d'acheminement sur l'écran pendant un long moment silencieux. Une rage protectrice féroce brûlait dans ma poitrine, remplaçant toute sympathie persistante que j'aurais pu avoir pour mes parents et ma sœur. Ils avaient amené ce monstre dans nos vies. Ils lui avaient remis les armes pour nous détruire. Mais c'était moi qui allais l'enterrer. J'ai secoué lentement la tête, un sourire tranchant et dangereux touchant les coins de ma bouche. « Non, Richard, ai-je dit avec fluidité. Ne l'annule pas. Mais simplement une retenue administrative silencieuse sur les fonds. Laisse le portail bancaire montrer à Preston que le virement est en cours de traitement normalement. Je veux qu'il croie que son plan a fonctionné parfaitement. Je veux qu'il croie qu'il a gagné jusqu'à la toute dernière seconde. » J'ai rassemblé les copies des documents falsifiés, les ai pliés soigneusement et les ai placés dans mon sac de créateur. J'ai remercié Richard pour son temps et suis sorti du bureau vitré. J'ai quitté l'imposant bâtiment de la banque et suis sorti sur le trottoir animé du centre-ville de Los Angeles. Le soleil matinal était brillant et la ville bougeait vite autour de moi. J'ai plongé la main dans mon sac et sorti mon téléphone. J'ai fait défiler les appels manqués de ma mère en colère et composé un numéro hautement sécurisé que j'avais gardé enregistré dans mes contacts depuis des mois, depuis que mon enquêteur privé avait découvert pour la première fois l'évasion fiscale de Preston. La ligne a sonné exactement 2 fois avant qu'une voix professionnelle profonde ne réponde. Je ne me suis pas embarrassé de politesse. Je me suis avancé jusqu'au bord du trottoir, regardant le trafic de la ville défiler devant moi, me sentant plus puissante et maîtresse de la situation que je ne l'avais jamais été de toute ma vie. « Agent Davis », ai-je dit, ma voix tranchante et totalement inébranlable. Comme vous l'aviez prédit, nous sommes face à une fraude bancaire au niveau fédéral, un vol d'identité aggravé et une tentative de fraude par virement. J'ai les documents falsifiés et les numéros d'acheminement offshore.
préparer les menottes. Le lendemain matin même, le grand final de leur semaine de mariage frauduleux avait lieu. Les parents riches de Preston organisaient un brunch d'adieu exclusif au Oak Ridge Country Club avant que le couple heureux ne parte soi-disant pour une lune de miel d'un mois dans le sud de la France. C'était le cadre parfait pour un homme qui prévoyait tranquillement de fuir le pays avec 2 millions de dollars volés pendant que sa nouvelle épouse et ses beaux-parents lui disaient au revoir. Si la caméra me suivait maintenant, elle serait montée sur un Steadicam, glissant doucement derrière mon épaule alors que je sortais de ma voiture avec chauffeur et montais les marches de marbre impeccables du club. Je ne portais pas les tons pastels discrets qui se fondaient habituellement dans ces environnements de haute société. Je portais un tailleur pantalon rouge cramoisi férocement ajusté. C'était une couleur qui exigeait une attention absolue de tous dans la pièce. C'était la couleur d'un règlement de compte. J'ai franchi les imposantes portes en chêne et suis entré dans la grande salle de bal. La pièce était une mer de costumes en lin beige, de robes florales, de flûtes à champagne en cristal et d'une richesse tranquille exorbitante. Un quatuor à cordes jouait doucement dans le coin de la pièce. Les parents de Preston, William et Béatrice, tenaient leur cours près d'une énorme sculpture de cygne en glace, riant poliment avec ma mère et mon père. Marcus et Brenda avaient l'air complètement hors de leur élément. Ils souriaient bien trop largement, riaient un peu trop fort et essayaient désespérément d'imiter l'arrogance sans effort de l'élite blanche qui les entourait. Chloé se tenait près du centre de la pièce, tenant une mimosa et exhibant sa fausse bague de diamant à un groupe de cousins de Preston. Preston se tenait juste à côté d'elle, arborant un sourire suffisant et détendu. Il pensait avoir gagné la guerre. Il pensait que l'énorme virement était en cours de traitement parfaitement à la banque. Il croyait vraiment qu'il n'était qu'à quelques heures d'embarquer dans un jet et de disparaître pour toujours, laissant ma famille affronter la ruine financière dévastatrice qu'il avait orchestrée. Alors que j'avançais plus loin dans la salle de bal, le rouge cramoisi brillant de mon tailleur fendait la foule comme une sirène. Je ne me suis pas précipité. Je marchais avec le rythme lent, mesuré et terrifiant d'une femme qui tenait la hache du bourreau. Le Steadicam me suivrait alors que je fendais la mer d'invités d'élite. Les conversations commençaient à s'arrêter sur mon passage, les têtes se tournaient. Le tintement poli des fourchettes en argent contre les assiettes en porcelaine s'estompait alors que les gens remarquaient l'invité non désiré qui perturbait leur esthétique matinale parfaite. Il a fallu exactement 10 secondes à ma mère pour me repérer. J'ai regardé la couleur disparaître complètement du visage de Brenda. Le sourire trop enthousiaste et socialement ambitieux qu'elle avait plaqué pour les parents de Preston a disparu instantanément, remplacé par un regard de panique pure et absolue. Elle a chuchoté quelque chose de frénétique à mon père, dont les yeux se sont élargis d'horreur alors qu'il suivait mes mouvements sur le parquet impeccable. Ma mère s'est excusée précipitamment auprès des beaux-parents riches et a marché rapidement à travers la salle de bal vers moi. Ses talons claquaient sèchement, résonnant dans la pièce soudainement silencieuse. Elle essayait de maintenir une apparence composée pour la foule qui regardait, mais ses yeux étaient sauvages d'une rage venimeuse désespérée. Elle m'a intercepté à mi-chemin dans la pièce, se plaçant directement sur mon chemin pour bloquer ma vue de la table principale. « Nia, qu'est-ce que tu fais ici, bon sang » siffla-t-elle, gardant sa voix incroyablement basse pour que les membres du country club à proximité ne l'entendent pas. « Tu n'es pas invité à ce brunch. Tu vas tout gâcher pour nous. Fais demi-tour et sors par cette porte tout de suite avant d'embarrasser davantage cette famille. » J'ai baissé les yeux vers elle. Elle semblait si incroyablement petite à mes yeux à ce moment. Voici une femme qui vendrait son âme et sacrifierait sa fille aînée juste pour être autorisée à entrer dans une pièce où personne ne la respectait vraiment. De toute façon, je ne vais nulle part, mère, ai-je répondu, ma voix calme, claire et résonnant d'une autorité absolue et inébranlable. J'ai apporté un cadeau d'adieu pour le couple heureux, et je vais le leur remettre personnellement. Les yeux de ma mère ont scruté nerveusement par-dessus mon épaule, saisissant les regards confus et désapprobateurs des parents de Preston. « Ne fais pas ça, Nia » a-t-elle supplié entre ses dents serrées, son ton passant de la colère à une supplique désespérée. « Nous sommes enfin acceptés. La famille de Preston nous traite enfin avec respect. Ton père et moi avons investi tout ce que nous avons dans cette union. S'il te plaît, pour une fois dans ta vie misérable, ne sois pas si égoïste. Pars. » Quand je ne me suis pas retourné immédiatement, sa panique l'a complètement submergée. Elle a tendu la main et serré fermement sa main manucurée autour de mon avant-bras, ses ongles peints s'enfonçant dans le tissu rouge coûteux de mon tailleur. Elle a essayé de me tirer physiquement vers la sortie, revenant au même contrôle physique autoritaire et dominant qu'elle avait utilisé pour m'intimider quand j'étais enfant.
Elle pensait honnêtement qu'elle pouvait traîner une directrice générale d'entreprise de 32 ans par la porte de derrière comme une adolescente mal élevée. Mais je n'étais plus une enfant effrayée, et j'en avais complètement fini de laisser ces gens poser leurs mains sur moi. Je me suis arrêté net. Je n'ai pas élevé la voix, mais le changement soudain et violent dans mon énergie a suffi à glacer l'air autour de nous. D'un mouvement rapide et énergique, j'ai ramené mon bras en arrière, la secouant si violemment qu'elle a trébuché en arrière et a presque perdu l'équilibre sur le sol poli. « Ne pose plus jamais tes mains sur moi », ai-je dit. Ma voix descendant à un murmure glacial et mortel qui traversait directement sa fierté fabriquée. « Tu ne me contrôles pas. Tu ne l'as jamais vraiment fait. » Brenda est restée là, paralysée par le choc, serrant son propre poignet comme si je l'avais brûlée. Elle ne m'avait jamais vu riposter avec une telle certitude physique et émotionnelle. Elle a regardé mon visage et a enfin réalisé que la fille obéissante et désespérée qu'elle avait intimidée et utilisée toute sa vie était complètement morte et disparue. J'ai contourné en douceur sa silhouette figée et continué ma marche vers le centre de la salle de bal. La foule s'est écartée naturellement, sentant la gravité indéniable de ce qui allait se produire. Devant, Preston avait enfin remarqué l'agitation. Son sourire arrogant a vacillé, remplacé par une profonde grimace sombre alors qu'il me regardait approcher. Il s'est penché et a chuchoté quelque chose à Chloé, qui a immédiatement eu l'air terrifié. Ils savaient tous les deux que je n'étais pas là pour célébrer, mais aucun d'eux n'avait la moindre idée que je portais l'allumette qui allait brûler tout leur faux royaume jusqu'au centre. Je ne me suis pas arrêté à la table principale. Je suis passé directement devant Preston et sa mariée terrifiée. Je me suis dirigé droit vers la scène surélevée de l'autre côté de la salle de bal où un technicien audiovisuel installait un diaporama des photos romantiques du voyage du couple sur un immense écran LED. Je suis monté sur la scène. Le technicien a eu l'air confus et a ouvert la bouche pour protester, mais j'ai plongé la main dans mon sac, lui ai tendu un billet de $100 tout neuf et lui ai montré les escaliers. Il n'a posé aucune question. Il m'a simplement remis le microphone sans fil et s'est éloigné. J'ai branché ma clé USB argentée dans la console principale. Un fort grincement de retour micro a résonné à travers la grande salle de bal, réduisant instantanément au silence les murmures restants. Tous les yeux du Oak Ridge Country Club étaient complètement fixés sur moi. « Bonjour à tous », ai-je dit. Ma voix a résonné avec une clarté cristalline à travers le système sonore de pointe. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nia. Je suis la grande sœur de Chloé. Je sais que je n'étais pas formellement invité à ce beau brunch d'adieu, mais en tant que membre dévoué de la famille, je ne pouvais tout simplement pas laisser le marié quitter le pays sans lui présenter mon cadeau de mariage. Preston s'est élancé en avant, son visage devenant rouge sombre et tacheté de panique. « Éteignez ça » a-t-il crié, pointant désespérément l'écran du doigt. « Sécurité, sortez-la d'ici tout de suite. » Mais les agents de sécurité postés près des grandes portes en chaîne n'ont pas bougé un seul muscle. Mon équipe de sécurité privée avait déjà eu une conversation très polie et hautement persuasive avec eux à l'extérieur. Preston était complètement seul. J'ai appuyé sur un bouton de la console. Les photos romantiques de fiançailles de Chloé et Preston ont instantanément disparu de l'immense écran LED. À leur place, une image haute résolution d'un relevé bancaire hautement confidentiel a illuminé toute la pièce. Le fond blanc brillant du document financier a jeté une lumière crue sur les visages des invités riches. Mes parents, le pasteur Marcus et Brenda, sont des personnes incroyablement généreuses, ai-je continué en arpentant lentement et délibérément la scène. En fait, ils étaient si ravis d'accueillir Preston dans notre famille qu'ils ont décidé d'investir dans sa brillante vision entrepreneuriale. Ils ont hypothéqué tous leurs fonds de retraite et ont viré exactement $500 000 en espèces à la nouvelle start-up biotech de Preston. Un souffle collectif a parcouru la foule riche. William et Béatrice, les parents de Preston, se sont regardés dans un choc absolu. Ils n'avaient clairement aucune idée que leur fils sollicitait des sommes massives d'argent auprès de ses beaux-parents de la classe ouvrière. Mon père s'est effondré dans une chaise, enfouissant son visage dans ses mains alors que son secret financier le plus profond et le plus honteux était diffusé au groupe exact d'élite qu'il avait essayé d'impressionner. Mais voici la chose intéressante à propos des start-up biotech, ai-je dit, ma voix dégoulinant d'une curiosité feinte. Elles exigent généralement des laboratoires ou des scientifiques ou au minimum un microscope. La société de Preston n'en avait absolument aucun. Alors, j'ai pris la liberté de suivre exactement où sont allées les économies de toute une vie de mes parents. J'ai cliqué sur la télécommande dans ma main. L'écran est passé du relevé bancaire initial à un grand livre détaillé.
Comme vous pouvez le voir, ai-je annoncé en gesticulant vers les chiffres rouges lumineux sur l'écran, 200 000 $ ont été immédiatement virés à l'hôtel et casino Bellagio à Las Vegas pour régler une énorme dette de jeu hautement en retard. Il semble que le style de vie aristocratique soit assez coûteux à maintenir quand on n'a pas réellement d'emploi. Des murmures ont éclaté dans la salle de bal. Les membres du country club regardaient Preston avec un dégoût total. Preston est resté figé, la mâchoire tellement serrée qu'on aurait dit que ses dents allaient se briser. J'ai cliqué à nouveau sur la télécommande. 80 000 $ supplémentaires sont allés à un concessionnaire automobile de luxe à Beverly Hills. Pas pour une nouvelle voiture, notez bien, mais pour une Porsche 911 d'occasion fortement dépréciée que Preston a enregistrée sous un faux alias d'entreprise afin que ses innombrables créanciers ne puissent pas la saisir. Chloé secouait violemment la tête, les mains couvrant sa bouche. Des larmes coulaient sur son visage parfaitement contourné, ruinant son maquillage coûteux. Elle regardait l'homme à qui elle venait de promettre sa vie, réalisant enfin qu'elle avait épousé un parfait inconnu. Mais je n'avais pas terminé. J'ai gardé la dépense la plus romantique pour la fin. J'ai cliqué sur la dernière diapositive. C'était un reçu scanné d'un fournisseur de bijoux en gros situé au cœur du Los Angeles Diamond District accompagné d'une évaluation gémologique officielle. Et enfin, ai-je dit, abandonnant la douceur feinte de ma voix et laissant mon ton devenir dur et impitoyable, nous avons la bague, le magnifique diamant impeccable de 5 carats que Preston a utilisé pour demander ma sœur en mariage. La bague qui a convaincu mes parents qu'il était un homme d'une richesse générationnelle extraordinaire. Il a dépensé exactement 450 $ pour elle parce que c'est du zircone cubique. C'est un morceau de verre poli. La salle de bal a explosé en chaos absolu. Le décorum calme et poli du country club s'est complètement brisé. Chloé a laissé échapper un cri viscéral et déchirant. Elle a baissé les yeux sur sa main gauche, fixant l'énorme pierre sur son doigt. C'était la bague qu'elle avait exhibée au visage de ses amis pendant les 8 derniers mois. La bague qu'elle avait utilisée pour prouver qu'elle était meilleure que moi. Son visage s'est tordu en un masque d'humiliation pure et de rage absolue. Elle a saisi la bague, l'arrachant de son doigt avec une telle force violente qu'elle a écorché la peau de son articulation. Espèce de menteur, a-t-elle hurlé à plein poumon, sa voix se brisant d'hystérie. Espèce de menteur pathétique et dégoûtant. Elle a ramené son bras en arrière et jeté le faux diamant directement au visage de Preston. Il a rebondi sur son front avec un claquement sec et a cliqueté inutilement contre le parquet poli, roulant sous une table de pâtisserie à moitié mangée. Au sol, ma mère a laissé échapper un long gémissement agonisant. Ses genoux ont fléchi sous elle et elle s'est effondrée sur le sol, se tenant la poitrine comme si elle faisait une crise cardiaque. Ses rêves d'ascension sociale étaient complètement morts. La réalisation qu'elle avait échangé toutes ses économies de vie, sa dignité et sa relation avec sa fille aînée contre un morceau de verre bon marché et un accro au jeu l'a frappée avec la force d'un coup physique. Elle était assise sur le tapis coûteux du country club, sanglotant de façon incontrôlable, suppliant mon père de lui dire que c'était un cauchemar. Mais Marcus n'a même pas essayé de l'aider à se relever. Il est resté complètement paralysé dans sa chaise. Il fixait d'un regard vide l'immense écran LED, regardant la preuve définitive de sa propre folie cupide briller en chiffres néons brillants. L'homme qui avait menacé de me renier depuis sa chair était maintenant publiquement ruiné. Sa réputation complètement détruite devant les personnes même qu'il vénérait. Je me tenais sur la scène, le microphone sans fil pendant mollement à mon côté. Je regardais les décombres que j'avais causés. Je ne ressentais pas une once de culpabilité. Je ressentais exactement ce pourquoi j'étais venu ici. Une justice pure et absolue. Le silence qui a suivi le cliquetis du faux diamant était complètement assourdissant. C'était le genre de silence lourd et suffocant qui ne se produit que lorsqu'une salle pleine de personnes arrogantes est forcée de témoigner de la destruction totale de leurs propres illusions. Puis la rage arrogante de l'élite aristocratique s'est enfin réveillée. Le père de Preston, William, s'est avancé. Son visage n'était plus pâle de choc. Il était rouge d'une colère profonde et indignée. Il a sorti un smartphone élégant de la poche de sa veste sur mesure et pointé un doigt tremblant directement vers moi. C'était un homme habitué à commander le respect par son compte en banque, et il n'allait pas laisser une femme noire se tenir sur une scène et humilier sa famille devant ses pairs prestigieux. C'est un outrage absolu. William a rugi, sa voix portant par-dessus les murmures de la foule stupéfaite. Je ne sais pas quel genre de déchets fabriqués vous projetez sur cet écran, jeune fille, mais vous avez franchi une ligne très dangereuse. Vous êtes en infraction sur une propriété privée.
J'appelle les autorités locales tout de suite pour vous faire arrêter pour diffamation criminelle, harcèlement et violation de propriété. Nous vous enterrons sous des poursuites civiles jusqu'à ce qu'il ne vous reste absolument plus rien. Béatrice, sa femme, serrait son collier de perles, hochant vigoureusement la tête à côté de lui. Vous êtes une femme vile et jalouse, a-t-elle craché, son masque aristocratique glissant pour révéler le préjugé en dessous. Notre fils est un homme d'affaires hautement respectable. Comment osez-vous entrer dans notre club exclusif et cracher ces mensonges de ghetto? Vous êtes simplement amer parce que vous n'appartiendrez jamais à notre monde. J'ai regardé William et Béatrice avec une pitié absolue. Ils étaient si désespérés de protéger l'image fragile de leur famille qu'ils étaient prêts à ignorer aveuglément la preuve financière éclatante de la dégénérescence de leur fils. Mais Preston ne regardait pas ses parents. Il regardait le visage détruit de sa mariée, la forme en pleurs de ma mère et le dégoût total émanant de ses pairs du country club. Tout son univers soigneusement construit venait de s'effondrer. Il n'avait pas de fonds fiduciaire. Il n'avait pas de fausse start-up biotech derrière laquelle se cacher. Sa famille riche était à quelques secondes de réaliser qu'il était un paria en faillite. Il était entièrement exposé comme un fraudeur manipulateur fauché. Et un narcissique acculé est une chose très dangereuse. Preston a laissé échapper un rugissement animal guttural. Il s'est penché vers la table à manger la plus proche et a enveloppé sa main pâle autour du col d'une lourde bouteille pleine de cabernet millésimé. Il ne se souciait plus du public. Il ne se souciait plus de sa façade aristocratique. Il ne se souciait que de détruire la femme qu'il avait systématiquement dépouillée de son pouvoir. Il s'était lancé vers la scène, les yeux grands ouverts et complètement déchaînés. « Je vais te tuer », a-t-il hurlé, levant la lourde bouteille en verre au-dessus de sa tête, se préparant à la balancer directement sur mon visage. Les invités riches ont crié et reculé en panique. Terrifié par l'explosion soudaine de violence physique, je n'ai pas reculé. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai même pas transpiré. Je suis resté ferme sur le bord de la scène, mon tailleur rouge cramoisi agissant comme une cible brillante, entièrement préparé à sa charge. Avec une vitesse fulgurante, j'ai plongé la main dans mon sac de créateur en cuir et sorti l'épaisse pile de documents que j'avais pris chez le directeur de la banque seulement 24 heures plus tôt. Alors que Preston réduisait la distance, son bras se levant pour le coup mortel, j'ai lancé la lourde pile de papier directement sur son visage de toutes mes forces. Les pages ont explosé dans l'air, le frappant en pleine poitrine et voltant tout autour de lui comme une tempête de confettis blanc. La force pure et la soudaineté du papier le frappant lui ont fait instinctivement lever les bras pour protéger son visage, stoppant son élan vers l'avant à quelques centimètres seulement de la scène. « Ne vous inquiétez pas d'appeler la police, William », ai-je crié, ma voix résonnant comme le tonnerre à travers le microphone, dominant complètement les cris de la foule. Ils sont déjà là et ils ne viennent pas pour moi. J'ai pointé un doigt ferme directement sur Preston, qui regardait les papiers éparpillés atterrissant sur ses chaussures en cuir coûteuses. Ce sont des actes de propriété falsifiés et des résolutions de société à responsabilité limitée contrefaites, ai-je annoncé à toute la salle, en m'assurant que chaque syllabe soit entendue. Votre fils hautement respectable vient de commettre une fraude bancaire fédérale. Il a utilisé un acte d'entreprise faux et falsifié la signature de sa nouvelle épouse pour obtenir un prêt commercial de 2 millions de dollars contre ma propriété. Il prévoyait de virer l'argent volé vers un compte offshore aux îles Caïmans et de fuir le pays demain matin, laissant sa fiancée et mes parents complètement ruinés et tenant le sac pour son crime. Les mots avaient à peine quitté ma bouche quand les lourdes portes renforcées en chêne de la grande salle de bal du Hawkidge Country Club s'ouvrirent violemment. Le bruit fort et autoritaire résonna par-dessus la douce musique du quatuor à cordes qui s'était brusquement arrêté quelques instants plus tôt. Une équipe de 6 agents fédéraux lourdement armés portant des vestes tactiques sombres avec les lettres FBI jaune vif imprimées dans le dos envahit la salle, suivis de près par 2 agents de police locaux en uniforme. Agents fédéraux, personne ne bouge. Gardez vos mains exactement là où nous pouvons les voir. L'agent principal aboya de sa voix grave, tranchant à travers la panique du country club comme un couteau dentelé. Preston se figea. La lourde bouteille de vin glissa de sa main moite et se brisa violemment contre le sol en bois dur. Le vin rouge foncé éclaboussa les poignets de son pantalon sur mesure impeccable, ressemblant exactement à du sang frais. Il se tourna vers les portes, ses yeux s'élargissant dans une terreur absolument paralysante alors que les agents fédéraux pointaient directement leurs armes sur lui. Il essaya de courir. Il fit un pas pathétique et maladroit vers la sortie de la cuisine, mais il était complètement dépassé et manœuvré. 2 agents massifs le plaquèrent simultanément.
La force brute de leur impact physique souleva complètement Preston du sol. Ils le claquèrent face contre terre sur la tête de table richement décorée. Des flûtes à champagne en cristal se brisèrent en 1 million de morceaux scintillants. Des assiettes de caviar coûteux et de saumon fumé volèrent dans les airs. La lourde sculpture de glace du cygne élégant bascula et s'écrasa sur le sol avec un bruit sourd assourdissant, se brisant en morceaux de glace glacée. Preston Alexander III, vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique, fraude bancaire et vol d'identité aggravée. L'agent principal eut ses droits à voix haute tandis qu'il tirait de force les bras de Preston derrière son dos. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Le claquement net, froid et indéniable des menottes en acier résonna dans la salle de bal soudainement silencieuse. Le froid chiffre 8 avait enfin verrouillé ses poignets ensemble. Il n'y avait plus de fonds fiduciaires pour acheter sa sortie de cette situation. Il n'y avait plus de menace arrogante qui pouvait le sauver. William et Béatrice restèrent complètement paralysés, la bouche ouverte dans une horreur silencieuse et suffocante. Ils regardèrent leur fils aristocratique doré être plaqué dans une flaque désordonnée de mimosas renversés et de verres brisés, sanglotant comme un enfant terrifié pendant que les agents le fouillaient pour trouver des armes. Les pères de la haute société qu'ils avaient passé des décennies à essayer d'impressionner sortaient maintenant leur téléphone portable, enregistrant l'humiliante chute du nom de famille Alexander. Ma sœur Chloé hyperventilait encore sur le sol, entourée des débris physiques de son brunch de rêve de mariage. Elle fixait l'homme qu'elle avait épousé, voyant enfin le monstre que j'avais reconnu dès le premier jour. Je me tins droite sur la scène, regardant la destruction absolue de leur royaume toxique et arrogant. Je pris une profonde inspiration, lissant les revers de mon tailleur rouge. Le piège s'était déclenché sans faille. Le spectacle était officiellement terminé. Je pris une gorgée lente et délibérée de mon vin rouge millésimé. La riche saveur sombre du cabernet me ramena fermement au moment présent. Si la caméra tournait encore, elle s'éloignerait en douceur du souvenir chaotique du Hawkins Country Club et reviendrait à l'éclairage calme et sombre de mon Penthouse new-yorkais. Les lumières de la ville le soir scintillaient à travers mes fenêtres du sol au plafond, peignant la pièce d'une lueur ambrée calme. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis ce dimanche matin explosif, mais les retombées du brunch avaient été rapides, absolues et totalement impitoyables. Laissez-moi vous dire exactement ce qui arrive à un homme qui construit toute son existence sur l'illusion du privilège aristocratique quand le gouvernement fédéral finit par appeler son bluff. Preston s'est vu refuser la libération sous caution. L'accusation a présenté au juge les numéros de routage offshore des îles Caïmans, prouvant sans l'ombre d'un doute qu'il représentait un risque de fuite extrême. Il a été immédiatement placé en détention dans un centre de détention fédéral. Il est actuellement assis dans une minuscule cellule en béton portant une combinaison orange standard et risque jusqu'à 30 ans de prison fédérale pour fraude électronique, fraude bancaire et vol d'identité aggravé. Et ses parents riches, William et Béatrice, ont fait exactement ce que font toujours les personnes obsédées par le statut de la haute société. Ils ont amputé le membre malade pour sauver le corps. Pour protéger leur réputation immaculée au sein de l'élite du country club, ils ont publié une déclaration publique par l'intermédiaire de leurs véritables avocats de famille, affirmant qu'ils n'avaient absolument aucune connaissance des activités criminelles de leur fils. Ils ont immédiatement rompu tous les liens financiers et personnels avec lui. Ils n'ont même pas engagé d'avocat de la défense privée pour lui. L'homme qui se vantait constamment de sa richesse générationnelle et de son pédigré supérieur est actuellement représenté par un défenseur public surchargé de travail. Mais Preston n'était pas le seul à se noyer dans les débris de sa propre arrogance. Ma sœur Chloé faisait soudain face à la terrifiante réalité de la responsabilité fédérale pour la toute première fois de sa vie gâtée. Le FBI se moque que vous signez des documents frauduleux par vanité naïve ou par ascension sociale désespérée. Il ne se soucie que de savoir à qui appartient la signature dans l'encre. Parce que Chloé avait volontairement cédé son identité et signé de son nom les fausses résolutions d'entreprise de Preston, elle faisait maintenant l'objet d'une enquête fédérale active. Elle risquait des accusations de complot et une montagne de dettes écrasantes. Son conte de fées parfait s'était transformé en un cauchemar juridique à enjeux élevés. 3 jours après le brunch, l'interphone de mon Penthouse a sonné. Mon agent de sécurité dans le hall m'a informé qu'une jeune femme frénétique, se disant ma sœur, exigeait de monter. J'ai autorisé son entrée simplement par curiosité morbide. Je voulais voir à quoi ressemblait l'enfant doré quand l'or finissait par s'écailler. Quand j'ai ouvert ma lourde porte d'entrée en acajou, Chloé semblait absolument méconnaissable. Le maquillage parfaitement contourné, les robes florales coûteuses, le rictus arrogant,
tout avait complètement disparu. Elle portait un sweatshirt gris ample, ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné et ses yeux étaient gonflés fermés par des jours de pleurs incessants. Elle ressemblait à un fantôme de la femme qui m'avait interdit d'assister à son mariage seulement quelques jours plus tôt. Elle n'a même pas attendu que je l'invite à entrer. Elle s'est effondrée sur le sol en bois poli de mon entrée, juste à mes pieds. Elle est tombée à genoux, sanglotant si violemment que tout son corps tremblait. « Nia, s'il te plaît, tu dois m'aider. » Elle supplia, ses mains tendues pour attraper l'ourlet de mon pantalon en soie coûteux. Le FBI est venu à mon appartement hier. Ils ont pris mon ordinateur portable. Ils ont pris mon téléphone. Ils ont gelé mes comptes bancaires. Ils parlent de me mettre en prison fédérale. Nia, je ne savais pas ce que Preston faisait. Je jure devant Dieu, j'ai juste signé ce qu'il m'a dit de signer parce que je voulais être une bonne épouse. Tu es une PDG puissante. Tu as des avocats d'entreprise massifs. Tu as l'argent pour faire disparaître ça. Tu dois dire aux autorités que je n'avais rien à voir avec le vol de ta maison. Je l'ai regardée d'en haut, ne ressentant absolument rien. Je n'ai pas tendu la main pour la réconforter. Je ne lui ai pas dit que tout irait bien. J'ai simplement reculé, la forçant à lâcher mes vêtements. Tu es une femme adulte, Chloé, ai-je dit, ma voix complètement plate et dépourvue de toute chaleur fraternelle. Tu as signé des documents légaux sans les lire parce que tu étais trop aveuglé par la perspective de vivre dans un manoir d'1 million de dollars. L'ignorance n'est pas une défense légale valable. Quand elle a réalisé que ma sympathie n'était pas facilement achetée par ses larmes, elle a eu recours à la tactique de manipulation ultime. La même tactique qu'elle avait utilisée sur nos parents depuis qu'elle était enfant. Nia, s'il te plaît, tu ne peux pas me laisser aller en prison. Nia, s'il te plaît, tu ne peux pas me laisser aller en prison, gémit elle, sa voix se brisant d'émotions brutes. Je suis enceinte. Je viens de l'apprendre ce matin. J'ai fait un test et il est positif. Tu ne peux pas laisser ta future nièce ou ton futur neveu naître dans une prison fédérale pour femmes. Tu dois me sauver pour le bébé. Maman et papa n'ont absolument plus rien pour m'aider. Tu es mon seul espoir. Nia, s'il te plaît, sauve mon bébé. J'ai fixé ses mains posées sur son ventre. C'était une performance magistrale. Si elle avait essayé ça il y a 1 an, ça aurait peut-être vraiment marché. J'aurais peut-être ressenti un pincement de devoir familial et je me serais précipité pour la protéger des conséquences de ses propres actes. Mais je connaissais ma sœur bien mieux qu'elle ne se connaissait elle-même. J'ai laissé échapper un rire dur et froid qui a résonné contre les hauts plafonds de mon immense hall d'entrée. Tu es enceinte, ai-je répété, gardant ma voix complètement monotone tandis que je croisais les bras sur ma poitrine. C'est un miracle médical fascinant, Chloé. Vraiment une science révolutionnaire. Elle a cligné des yeux vers moi, ses sanglots bruyants s'arrêtant une fraction de seconde. Que veux-tu dire, a-t-elle demandé sur la défensive, ses yeux scrutant nerveusement la pièce. Je l'ai regardée avec un dégoût absolu. Je veux dire, c'est un miracle absolu étant donné que tu buvais des mimosas au champagne à volonté pendant 2 heures d'affilée au Oakidge Country Club il y a seulement 3 jours. J'étais juste là et je t'ai vu descendre au moins 4 verres pendant que tu exhibais ta fausse bague en zircone cubique au cousin de Preston. Tu étais complètement ivre à 11 heures du matin. Chloé a ouvert la bouche pour parler, mais je l'ai immédiatement coupée. De plus, ai-je continué d'une voix tranchante et impitoyable, quand tu m'as appelé il y a 2 mois pour me supplier de payer ton voyage de luxe pour ton enterrement de vie de jeune fille à Cabo. Tu t'es plainte spécifiquement d'un rendez-vous médical. Tu m'as dit que tu souffrais terriblement parce que tu venais d'aller chez le gynécologue pour faire remplacer ton coûteux DIU en cuivre. Tu as explicitement dit que tu avais besoin d'un nouveau dispositif de contraception de 10 ans pour ne pas avoir à t'inquiéter de tomber enceinte pendant que tu voyageais en Europe pour ta lune de miel. La couleur a complètement disparu de son visage taché de larmes. Ses mains ont lentement et maladroitement glissé loin de son ventre. La réalisation qu'elle avait été prise en flagrant délit dans un autre mensonge massif et impardonnable l'a frappée instantanément. La grossesse était une fabrication complète conçue entièrement pour weaponiser ma conscience et me forcer à ouvrir mon chéquier. Tu as toujours utilisé la manipulation pour échapper aux conséquences de tes propres actes, ai-je dit, ma voix descendant à un murmure dangereux. Tu pensais que tu pouvais entrer dans mon sanctuaire, simuler une grossesse et utiliser un enfant imaginaire pour te sortir d'un crime fédéral auquel tu as volontairement participé à cause de ta propre avidité aveuglante. Tu ne veux pas une sœur, Chloé.
Tu veux un bouclier humain. Tu veux un compte en banque. Et j'en ai complètement fini de prendre les balles pour toi. Nia, s'il te plaît, gémit elle, se recroquevillant contre le cadre de la porte, sachant qu'elle avait complètement perdu. Je n'ai nulle part ailleurs où aller. J'ai tendu la main, saisi la lourde poignée en laiton de ma porte d'entrée et l'ai ouverte en grand, révélant le couloir menant aux ascenseurs. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit, la regardant droit dans les yeux. Je te suggère d'aller trouver un défenseur public qui croit à tes larmes, parce que moi certainement pas sors de chez moi. Elle s'est lentement relevée du sol, les épaules affaissées dans une défaite totale. Elle n'a plus dit un mot. Elle est sortie de mon pantouse, traînant les pieds comme une prisonnière condamnée marchant vers l'échafaud. J'ai fermé la lourde porte derrière elle, écoutant le verrou cliquer fermement en place. Je suis retourné dans mon salon, j'ai pris mon verre de vin et j'ai pris une autre gorgée satisfaisante. L'air dans ma maison n'avait jamais semblé aussi incroyablement propre. 2 jours après que ma sœur se soit traînée hors de mon pantouse, les lourds nuages d'orage ont enfin éclaté sur New York. La pluie tombait en épaisse nappe battant violemment contre mes fenêtres du sol au plafond. J'étais assise sur mon canapé en velours à examiner les documents de transfert finaux pour mon nouveau siège social quand l'interphone sécurisé du hall a sonné pour la 2e fois cette semaine. Mon chef de la sécurité a parlé dans le haut-parleur. « Mademoiselle Nia, vos parents sont en bas. Ils demandent à vous voir. Ils disent que c'est une question de vie ou de mort. » J'ai fermé mon ordinateur portable et l'ai posé sur la table basse en verre. « Faites-les monter, ai-je répondu, ma voix complètement stable. Il était temps d'en finir. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes directement dans mon hall privé, j'ai presque eu du mal à reconnaître les 2 personnes qui en sortaient. Le pasteur Marcus et Brenda avaient toujours eu une fierté rigide et autosatisfaite. Ils avaient l'habitude d'entrer dans une pièce comme s'ils possédaient l'air même qui s'y trouvait, mais le couple qui se tenait dans mon entrée semblait incroyablement fragile. Ils avaient vieilli de 10 ans en l'espace d'une seule semaine. Mon père ne portait pas ses costumes sur mesure impeccables ni son col clérical. Il portait un pull gris froissé et ses épaules étaient affaissées dans une défaite totale. Ma mère semblait complètement vidée. Elle serrait un trench coat humide, ses yeux scrutant nerveusement le luxe immaculé de ma maison. Ils sont entrés dans le salon, hésitant comme s'ils attendaient la permission de respirer. Je ne leur ai pas offert de siège. Je me suis tenu près de la grande fenêtre en verre, regardant la pluie sur la ville, et j'ai attendu qu'ils parlent. Nia, a commencé ma mère, sa voix se brisant immédiatement. Elle a fait un pas en avant, se tordant les mains. Nous sommes tellement désolés. Nous sommes tellement incroyablement désolés pour tout. J'ai légèrement incliné la tête. Désolé pour quoi exactement, mère? Pour Preston? Elle a sangloté, les larmes coulant instantanément sur ses cils. Pour lui avoir fait confiance, pour l'avoir laissé nous faire ça. Il nous a tous trompés, Nia. C'était un monstre. Nous n'avions aucune idée qu'il était un criminel. Nous voulions juste ce qu'il y avait de mieux pour la famille. Nous voulions élever notre nom. J'ai laissé échapper une respiration lente et mesurée. Vous n'êtes pas désolé d'avoir fait confiance à un monstre, mère. Vous êtes juste désolé que le monstre ait eu les poches vides. Si Preston avait vraiment eu les millions qu'il promettait, vous le présenteriez encore à votre country club et je serais encore la paria de la famille. Vous ne vous excusez auprès de moi que parce que vous avez parié sur le mauvais cheval et perdu vos économies de toute une vie. Mon père a fait un pas en avant, avalant difficilement. Sa voix de prédicateur tonitruante habituelle avait complètement disparu, remplacée par un murmure faible et tremblant. Nia, s'il te plaît. Tu dois comprendre la position dans laquelle nous sommes. La banque saisit notre maison. Le fonds de retraite est complètement effacé. Nous n'avons plus rien. Je vais devoir me tenir devant ma congrégation dimanche et confesser que leur pasteur est complètement ruiné. Et ta sœur Chloé, les autorités fédérales menacent de l'inculper. Elle n'a pas l'argent pour un avocat de la défense. Il s'est interrompu, regardant les œuvres d'art coûteuses sur mes murs et les vues panoramiques de la ville. Nous avons besoin de ton aide, Nia. Nous avons besoin que ton entreprise nous procure une représentation légale de premier ordre pour ta sœur, et nous avons besoin d'un prêt. Juste $500 000 pour remplacer les fonds de retraite que Preston a volés. Tu as des millions. C'est une goutte d'eau pour toi. Tu peux sauver cette famille. J'ai fixé l'homme qui avait menacé de me renier depuis sa chair seulement quelques jours plus tôt.
L'audace absolue de sa demande était stupéfiante. Il ne demandait pas le pardon. Il demandait un sauvetage financier. Laissez-moi m'assurer que je comprends bien, ai-je dit, gardant un ton parfaitement conversationnel. Vous avez retiré 500 000 $ de vos propres comptes de retraite. Vous avez contourné votre fille PDG à succès pour remettre aveuglément un demi-million de dollars à un homme blanc fauché simplement parce qu'il promettait de vous introduire dans la haute société. Vous l'avez laissé m'interdire d'assister à un mariage entièrement financé par mes actifs d'entreprise. Vous avez menacé de m'excommunier de votre église quand j'ai essayé de récupérer ma propre propriété. Et maintenant qu'il vous a complètement ruiné, vous voulez que je rédige un chèque pour arranger ça? Nia, tu es notre fille. Mon père a supplié en faisant un autre pas vers moi. Nous sommes du sang. La Bible dit que nous devons pardonner à ceux qui nous offensent. Tu ne peux pas tourner le dos à tes propres parents dans leur heure la plus sombre. J'ai lentement traversé le salon, réduisant la distance entre nous jusqu'à me tenir directement devant eux. Vous ne m'avez jamais traité comme une fille, ai-je dit, ma voix descendant à un calme glacial et létal. Vous avez traité Chloé comme une fille. Vous avez traité Preston comme un fils. Vous m'avez traité comme un secret honteux quand vous essayez d'impressionner vos nouveaux amis riches. Et vous ne vous êtes souvenu que nous étions du sang quand vous aviez besoin d'un distributeur automatique pour financer votre orgueil. Ma mère a laissé échapper un gémissement fort et agonisant en tombant à genoux sur mon tapis coûteux, tout comme Chloé l'avait fait quelques jours plus tôt. S'il te plaît, Nia, supplia-t-elle, s'agrippant à ma jambe de pantalon. Nous ferons n'importe quoi. Nous nous excuserons publiquement auprès de toi devant toute l'Église. Nous dirons à tout le monde à quel point tu réussis. S'il te plaît, ne nous laisse pas perdre notre maison. Nous serons à la rue. J'ai baissé les yeux vers elle, ressentant un profond sentiment de clôture. Le besoin désespéré de leur approbation qui avait hanté toute mon enfance avait complètement disparu. Il ne restait plus rien en moi que la vérité froide et dure. J'ai reculé hors de sa portée. Ne t'agenouille pas dans ma maison, mère. Vous avez fait vos choix. Vous avez choisi l'illusion de la richesse aristocratique plutôt que la réalité de votre propre chair et sang. Vous avez littéralement financé l'homme qui a essayé de m'envoyer en prison fédérale. Si Preston avait réussi à virer ses 2 millions aux îles Caïmans, la banque aurait saisi mon entreprise pour couvrir la fraude. Vous m'auriez regardé perdre tout ce que j'ai construit, et vous l'auriez justifié en disant que c'était le plan de Dieu pour le bonheur de Chloé. Le visage de mon père s'est durci, son désespoir cédant brièvement à son ancien orgueil toxique. Tu es une femme froide et sans cœur, Nia. Comment peux-tu dormir la nuit en sachant que ta famille est détruite? Dieu te punira pour cette cruauté. J'ai souri d'un sourire authentique et terrifiant. Dieu n'est pas celui qui a falsifié une signature sur un document de prêt fédéral, père. Dieu n'est pas celui qui a gaspillé ta retraite à Las Vegas. Dieu peut vous pardonner votre vanité et votre avidité, mais la banque ne le fera pas. Le FBI ne le fera pas, et moi certainement pas. Je leur ai tourné le dos et je me suis approché du panneau intelligent sur mon mur. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone reliant directement au bureau du hall. Sécurité, ai-je dit, ma voix résonnant clairement dans le pantouf silencieux. Mes invités partent maintenant. Veuillez envoyer un escorte pour s'assurer qu'ils trouvent la sortie du bâtiment. La ligne s'est coupée. Je me suis retourné pour faire face à mes parents. Mon père tremblait de rage silencieuse, les poings serrés sur ses côtés. Ma mère sanglotait encore sur le sol, complètement brisée par la réalisation que son ascension sociale lui avait coûté absolument tout. Je ne vais pas vous rédiger de chèque, ai-je déclaré avec une finalité absolue. Je ne vais pas envoyer mes avocats d'entreprise sauver Claude des conséquences de sa propre signature. Vous vouliez une vie de haute société tellement que vous avez vendu votre âme pour l'obtenir. Maintenant, vous devez payer la facture. Sortez de chez moi. Pendant un moment, aucun d'eux n'a bougé. Le lourd silence dans la pièce n'était brisé que par le son de la pluie battant contre la vitre. Puis les portes de l'ascenseur privé se sont ouvertes derrière eux, révélant 2 imposants agents de sécurité vêtus de costumes noirs impeccables. Mon père a regardé les agents, puis m'a regardé. Ses yeux étaient grands ouverts par la réalisation écrasante qu'il ne possédait absolument aucun pouvoir dans cette pièce. Il s'est penché, a saisi ma mère par le bras et l'a relevée du sol. Il n'a plus dit un mot. Il l'a pratiquement traînée dans l'ascenseur, la tête baissée dans une humiliation totale. Les lourdes portes métalliques se sont refermées,
me laissant complètement seul dans le luxe calme de mon salon. Je suis retourné à la fenêtre et j'ai regardé la vaste ville humide en contrebas. L'orage faisait encore rage dehors, mais à l'intérieur de ma maison, l'air était complètement immobile. Les chaînes toxiques qui m'avaient lié à ma famille pendant 32 ans étaient enfin brisées. Je n'avais pas seulement survécu à leur trahison. J'avais orchestré leur défaite absolue. Le matin après avoir jeté mes parents hors de mon Penthouse, le lourd orage a enfin cessé. La skyline de New York était baignée d'une lumière vive et impitoyable. Je me suis réveillé en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis 3 décennies. Le poids toxique que j'avais porté sur mes épaules depuis l'enfance avait complètement disparu. Mais avant de pouvoir pleinement entrer dans ma nouvelle vie, j'avais une dernière affaire à régler. La rupture ultime des liens. Je suis entré dans mon bureau à domicile et je me suis assise à mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à mon portail bancaire d'entreprise hautement sécurisé. Pendant des années, j'avais été le bienfaiteur silencieux et anonyme qui maintenait l'église de mon père à flot. J'ai payé le nouveau toit, l'équipement audiovisuel à la pointe de la technologie, les sols en bois dur poli et les programmes d'aide communautaire somptueux qui faisaient ressembler le pasteur Marcus à un sauveur local. Il m'a fallu exactement 3 clics de souris pour annuler définitivement les virements récurrents. J'ai retiré chaque centime de mon soutien financier. Les retombées pour ma famille ont été absolues et spectaculaires à observer. Sans mon filet de sécurité invisible, l'église de mon père s'est effondrée sous le poids de ses propres coûts opérationnels en quelques semaines. L'imposant bâtiment est entré en saisie. Les créanciers sont arrivés et ont enchaîné les lourdes portes en chaîne. Quand la congrégation a découvert que leur bien-aimé pasteur Marcus était complètement ruiné et que son gendre doré était un escroc fédéral condamné, ils l'ont abandonné entièrement. Le respect et l'adoration que mes parents avaient sacrifiés pour obtenir en me sacrifiant se sont évaporés dans les airs. Ils ont perdu leur belle maison de banlieue. La banque a saisi la propriété pour couvrir les dettes massives et les prêts en défaut que Preston avait laissés dans son sillage. Mes parents, qui avaient passé toute leur vie à juger la classe ouvrière et à se frayer un chemin vers l'élite du country club, ont été forcés d'emballer leurs vêtements restants dans de simples cartons bon marché. Ils ont dû déménager dans un appartement exigu et délabré dans le même quartier à faible revenu dont ils avaient passé 30 ans à s'éloigner. Il n'y avait plus de brunch du dimanche. Il n'y avait plus d'invitation au country club. Leur jour d'ascension sociale était définitivement terminé. Et puis il y avait Chloé, la sœur qui croyait qu'elle était destinée à une vie de luxe simplement parce qu'elle était l'enfant préféré. Le gouvernement fédéral ne l'a pas jetée en prison, mais il l'a frappée de pénalités financières écrasantes pour son rôle dans la fraude fiscale et les documents bancaires falsifiés. Pour éviter la prison, elle a dû accepter un plan strict de restitution massive. La fille qui se moquait autrefois de mes origines de classe ouvrière, qui m'avait interdit d'assister à son mariage parce que je n'étais pas assez élégante pour son faux mari aristocrate, porte maintenant un uniforme en polyester rigide. Elle travaille 40 heures par semaine comme caissière dans un supermarché discount local. Elle passe ses journées debout sur ses pieds douloureux, à scanner des codes barres et à emballer des courses pour des clients impolis juste pour payer les frais juridiques massifs qu'elle doit au gouvernement fédéral. Chaque fois qu'elle passe une carte de crédit à sa caisse, elle se souvient douloureusement de la carte noire titane que son mari a fait rebondir le soir de leur mariage. Elle n'a ni maison, ni voiture de luxe, ni mari riche. Elle n'a que la réalité écrasante du travail manuel qu'elle a toujours pensé être trop bien pour effectuer. Quant à moi, je ne finance plus les illusions de personnes toxiques. Si une caméra me filmait en ce moment, elle passerait à un plan cinématographique au ralenti. Elle me capturerait en train de marcher dans mon immense dressing, tirant des tailleurs sur mesure impeccables et des chemisiers en soie coûteux déportants. L'éclairage serait doux et triomphant. Je fais mes valises dans mes bagages design élégants. Je ne m'enfuis pas. Je m'agrandis. Mon entreprise de conciergerie de luxe vient d'acquérir un vaste portefeuille de propriétés haut de gamme à l'étranger. Je quitte New York et je m'envole sur un vol charter privé d'entreprise pour me relocaliser définitivement dans mon nouveau siège à Londres. J'ai fermé ma valise d'un coup sec. Le son était net et définitif, résonnant parfaitement dans la pièce silencieuse. J'ai saisi les lourdes clés en laiton de mon Penthouse new-yorkais et je suis entré dans le salon. J'ai laissé tomber les clés sur la table basse en verre, les laissant claquer bruyamment dans l'espace vide. L'appartement sera vendu d'ici la fin du mois. Je n'ai plus besoin de cet endroit. Je construis un tout nouvel empire de l'autre côté de l'océan. Je me suis approché du minibar et je me suis versé un dernier verre de mon vin rouge millésimé préféré.
Le liquide cramoisi profond tourbillonnait magnifiquement contre le cristal. Je me suis retourné et j'ai marché lentement vers le centre de la pièce. J'ai regardé directement dans l'objectif de la caméra, brisant la barrière invisible entre nous. Je veux que vous m'écoutiez très attentivement. Ils ont dit que ma présence ruinerait l'élégance du mariage. Ils m'ont dit que j'étais trop bruyante, trop classe ouvrière et trop inférieure à eux pour m'asseoir à leur table parfaitement décorée. Ils avaient complètement tort. Ma présence était la seule chose qui tenait leur monde entier ensemble. Mon absence est ce qui a détruit leur vie. Si vous regardez ceci et que vous êtes le mouton noir de votre famille, celui qui travaille le plus dur mais qui reçoit le moins de respect, j'ai besoin que vous compreniez votre propre pouvoir absolu. Ne laissez pas les personnes toxiques vous convaincre que votre valeur est déterminée par leur validation. La famille est censée être un port sûr, pas un péage où vous devez constamment payer pour leur amour conditionnel. Ne vous abaissez jamais à mendier une place à une table quand vous pouvez vous permettre d'acheter tout le bâtiment. J'ai levé mon verre en cristal de vin rouge, laissant la lumière capter la couleur profonde de la boisson. J'ai pris une gorgée lente et délibérée. Le goût de la liberté absolue était incroyable. J'ai baissé le verre et j'ai offert à la caméra un sourire froid et triomphant. L'écran s'estompe en noir pur. Un rythme lourd et entraînant de hip-hop et de rhythm and blues s'élève, repoussant le silence et marquant le début audacieux de ma nouvelle vie.